Alors, pendant que vous vous installez, parce qu'il y en a, il y a certains à qui j'ai expliqué, d'autres pas. Donc vous voyez, on est en configuration plateau télé, hein, rien que ça. On va tout enregistrer, en fait, ce soir. Ah ouais, voilà. Donc vous allez être filmé. Donc déjà, on sera juste, ouais, on se pomponne un peu. Et puis surtout, on évite de dire des bêtises. Et si vous avez un problème de droit à l'image, alors on vous distribue des petites... comment ça s'appelle ça? Un petit document, voilà, à lire et à signer obligatoirement. C'est une cession de droit à l'image. Voilà. Vous pouvez refuser, hein, je n'autorise pas. Mais si vous avez un souci donc, avec le droit à l'image, je vous engage à vous placer sur les 2 derniers rangs, puisque comme ça, vous ne serez pas dans le champ de la caméra quand on tournera, quand il y aura des questions. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas enregistré. L'inconvénient, c'est que vous ne verrez pas la présentation, mais bon, à la limite, vous la reverrez après sur le film. À la limite, voilà, bon. Par contre, si vous n'avez pas de problème, évidemment, essayez d'avancer autant que possible. On a fait notre maximum, vous voyez, pour l'agrandir. On va, je pense, peut-être aussi baisser un peu l'éclairage pour que ce soit quand même un peu plus visible. C'est possible, ça? Oui, non? Allô? Je ne sais pas. On va essayer. Je vous promets rien. Et puis voilà. Alors j'attends que vous ayez rempli, parce que c'est très studieux. Hein. Oh là là. Ah ouais. Moi, j'ai plus besoin de le faire, puisque voilà. si j'autorise pas, je suis mort. Non, ouais, non, je suis un homme public maintenant. Ah, c'est gentil, oh, merci. Ah, c'est vrai? Ah là là. Ouais, non, attends, je vais donner le micro. Hein. Non, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Bon, vous pouvez les mettre en bout, les passer en bout, et puis on va les récupérer. Grégoire, est-ce que éventuellement c'est possible d'éteindre ou voilà, si tu peux trouver ça. Odile, voilà, retardataire. Odile Faucheux Lafont, ouais, membre du comité directeur de l'ARSEG et qui donne l'exemple. Elle se met au fond. Odile, sinon il y a encore des places devant là. Hein. Non, non, droit à l'image, très bien. Bien, je vais attendre, voilà, si on peut baisser la lumière. Bonsoir tout le monde. Ouais, je suis tout seul, ouais. Mais pas tout à fait, vous allez voir. Ouais, vous allez voir. Bon, est-ce que tout va bien? Bonne rentrée. Ouais. Vous savez que d'habitude, dans nos clubs, on fait un petit peu le tour de table. Mais comment dire? Comme on a 1h30, voilà, et qu'on commence déjà un peu en retard, bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire le tour de table. Moi, j'aime bien parce que c'est quand même une spécificité de nos réunions club. Mais là, malheureusement, on va devoir zapper cette étape-là. Mais on aura après un cocktail et une visite du site. Par contre, il y en a qui ont le droit de venir à côté de moi. C'est nos animateurs du club bien-être. Si vous voulez vous approcher, Valérie, Olivier, Dorly. Hop, voilà. Parce que j'aimerais quand même que vous... On peut les applaudir parce que c'est grâce à eux aussi. Et oh. Ce sont non seulement les animateurs, mais les instigateurs, ceux qui ont initié voilà, le club bien-être. Toujours présent quand même. Ouais, voilà. Et puis, je voulais que voilà, vous disiez un petit mot d'accueil, un petit mot sur la vie du club et peut-être la prochaine réunion. Qui commence? Oui, vas-y. Déjà, on est super surpris parce que c'est le 2e club bien-être. Et avoir autant de monde, c'est génial parce que ça prouve vraiment que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Et bon, on m'entendait bien, je crois. Donc voilà. C'est parce que pour D'accord. le film. Oui. Donc oui, on est. Je crois qu'il y avait 90 inscrits aujourd'hui, donc c'est génial pour le 2e club. Ça démarre très fort. On va essayer de trouver des sujets. Lionel trouve des sujets vraiment intéressants et on va encore pouvoir le constater ce soir.
Et le prochain club bien-être, on commence à en parler. Il sera donc premier trimestre 2019. Et là, on va essayer de s'orienter sur... alors, j'aime pas tellement le mot décoration parce que j'arrive pas à en trouver un autre sur la décoration dans les espaces de vie. Voilà, on veut prouver qu'on peut faire des choses très jolies simplement dans tous les espaces détente, même les RIE, les salles de réunion. Voilà, on fait actuellement des choses superbes. On emploie des papiers peints, vraiment des choses de ces Christian Lacroix qui sont vraiment très très jolies. Et on veut montrer que il y a l'open space, il y a les bureaux, c'est un lieu pour travailler. Et puis il y a les espaces détente qu'on peut vraiment améliorer facilement et donner un esprit à l'entreprise. Et ça peut être même des choses éphémères, des décorations qui durent 1 an ou 2. Voilà. Donc on veut parler de ça. On aime bien échanger surtout parce que ça fait avancer les choses. On aime bien comprendre, on aime bien voilà. Et puis nous, on peut prouver qu'on sait faire des choses très jolies. Voilà. Merci Valérie. Et c'est Valérie qui nous accueillera d'ailleurs dans ton nouvel espace. Voilà, qui se trouve à Courbevoie. Donc, ouais, ce sera une belle soirée encore. Voilà. Sans problème. Merci beaucoup Valérie. Olivier, un petit mot ? Ouais, je répète ce que dit Valérie, mais effectivement, on est très content que ce sujet, en tout cas, que l'on a initié il y a pratiquement 1 an et demi, finalement fédère énormément de monde. Voilà, et puis si on peut lire la presse aussi, elle est très présente. Je crois que le bien-être, on en a tous besoin en fait. Hein. Oui. Dorly, on en a besoin du bien-être ? Essentiellement. En tout cas, c'est un besoin et les clients, c'est une vraie demande, Ouais. chose que l'on n'avait pas forcément auparavant, mais les différents clients que l'on peut avoir sont dans cette attente. Oui. Donc, on espère pouvoir répondre à ces attentes. Et effectivement, au bout d'1 an de réunions où on a parlé beaucoup de choses, un peu dans tous les sens, un peu effectivement de savoir comment on recentre entre ce qui est l'effet de mode, le besoin et les vrais acteurs et voilà comment on peut y arriver. Ce sera un peu ça aussi le sujet, hein, c'est d'essayer de faire la part entre l'effet de mode. J'anime pas mal de sujets sur qualité de vie au travail, encore à Toulouse la semaine dernière. C'est des sujets qui sont très demandés, où il y a beaucoup de monde, donc on sent que c'est dans l'air du temps, comme on dit. Par contre, tout le monde se pose la question de la limite entre le pinkwashing, faire de l'image, faire simplement de l'attractivité et faire de la vraie qualité de vie au travail. Voilà, là, on sent que ça cherche. Et bon, voilà, si on peut aborder aussi ce sujet sous cet angle-là, à travers la déco, très bien, quoi. Au sein de l'ARCEB, j'ai rencontré tout à l'heure, je ne sais pas où il est, mais un jeune homme qui a une entreprise qui crée des tissus acoustiques. Je trouve ça génial et il peut s'associer à notre réunion parce que c'est une nouveauté et voilà, on a besoin d'apprendre des choses et je trouve ça super. Voilà. Et des jeunes créateurs, je trouve ça aussi super. Super, merci beaucoup, merci à vous trois. Allez, on va démarrer. Hop, je vous donne les micros parce que moi j'en ai déjà un. Et on me dit que l'avantage de la digitalisation, c'est que les lumières, désormais étant des robots, elles font ce qu'elles veulent. Donc, elles sont programmées et elles s'éteindront quand elles le souhaiteront. Très bien. Voilà. Et donc, en attendant, vous devinerez ce qu'il y a à l'écran. Voilà, c'est l'avantage de la digitalisation. Mais ça, ce sera pour le club digital. J'ai vu qu'il y avait des représentants, n'est-ce pas, Eric ? Très bien. Donc, effectivement, on a choisi aujourd'hui d'aborder le sujet de l'expérience collaborateur. C'est dans ces sujets qualité de vie au travail, celui qui actuellement est en train de prendre son essor et notamment de le traiter sous l'angle développement des services dits hôteliers. Alors, on va voir ce qu'on veut dire par là. Voilà. On remerciera Spaces plutôt à la fin. Une fois que les lumières se seront éteintes, on verra si ça marche. Et en attendant, on va donc parler de ces services hôteliers. L'expérience collaborateur, vous voyez, c'est en anglais Employee Experience ou EX. Ça vient de nos amis anglo-saxons. Et c'est un moyen de lier bien-être et performance.
hein, derrière ça, et on va voir pourquoi juste après. En fait, c'est la suite logique des fameux CX, UX que vous avez vu fleurir ces 15-20 dernières années, CX, Customer Experience, l'expérience client, UX, l'expérience utilisateur, hein, voilà, qui était plus liée à nos nouveaux usages du web et des outils numériques. Voilà, alors c'est censé être, vous le voyez, tous les éléments qui concourent à rendre le parcours du collaborateur sur son lieu de travail plus simple, plus agréable, donc plus motivant et bien sûr, au bout du compte, quand même plus efficace aussi. Voilà, parce que on cherche aussi évidemment à trouver des ressorts d'efficacité. Ce qui est étonnant, c'est que le sujet se développe chez nous dans un contexte que vous connaissez, qui est celui de l'évolution des modes de travail, de l'évolution du rapport au travail, où aussi la guerre des talents va se développer. J'en parlais récemment, je disais, on est encore, j'allais dire protégé en France, je ne sais pas si c'est le bon mot, de la guerre des talents, par un niveau de chômage plus élevé que dans d'autres pays. Mais pour certains d'entre vous qui voyagez, vous savez parfaitement, ailleurs en Europe, la guerre des talents, elle fait rage, mais vraiment. En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Hollande, ce sont des pays qui manquent de main-d'œuvre qualifiée et du coup qui travaillent beaucoup sur l'expérience employée sous l'angle attractivité. Donc, et on croise les doigts, hein, on espère que chez nous aussi, évidemment, mais ça devrait se développer sous cet angle-là. Voilà. Et puis, aussi, on a été percuté par les fameux espaces de coworking. On est dans un lieu ici qui découle un petit peu de ça. Il n'y a personne de chez Regus? Non? Si? Hein? Ben voilà. Hein, Regus, qu'on connaît bien à l'époque, qui a développé les grands centres d'affaires et qui lance Spaces. Depuis combien de temps, Spaces? 6 ans. Voilà. Et ici, à Paris? 2 ans. Donc 2 ans et déjà plusieurs lieux transformés ou ouverts sous un angle beaucoup plus coworking. Donc qui percute aussi des modèles qui étaient plus classiques et qu'on connaît tous. Donc tout ça fait que on parle de plus en plus aussi d'expérience employée, mais aussi d'hospitality management. On va en parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'accueil et la gestion de sites inspirés des services hôteliers. Tout ça fait irruption dans notre vocabulaire, donc on voulait trouver ou essayer d'expliquer ce qui se cache derrière ces expressions, et puis évidemment quelles conséquences ça peut avoir pour les acteurs de l'environnement de travail. Et donc je suis ravi d'accueillir pour en parler, vous avez des petits micros pour qu'on vous entende bien, voilà, petit micro très discret, Manuel Martins, bonsoir Manuel, bienvenue. Bonsoir à toutes et tous. Voilà. Est-il besoin encore de te présenter? Directeur de l'environnement de travail donc de Danone France, membre du comité exécutif de l'ARCEG, juste pour qu'on comprenne bien le périmètre de la direction de l'environnement de travail chez Danone. Du coup, on a 49 sites en France et donc on exploite l'ensemble de ces bâtiments qui sont soit des usines, soit des sites logistiques, soit des bâtiments tertiaires. Pour combien de personnes en tout? Pour 9000 personnes en France. Très bien, merci Manuel. Alors avec toi Manuel, on va voir finalement la politique, la stratégie que vous avez développée chez Danone autour de ce sujet de service qu'on pourrait appeler hospitality management. C'est étonnant d'ailleurs parce que généralement, quand on n'a pas encore bien intégré ces notions-là en français, on n'utilise que l'anglais. On a du mal à le traduire en français. Hospitality management, on le traduirait comment? On n'a pas encore de termes français, donc on utilise tous des termes anglais. Alors, des happiness officers, enfin voilà. Bon, donc c'est les termes qu'on management, on l'a jamais traduit finalement. Alors, par le passé, on avait des termes pas très heureux. Services généraux, je trouvais ça beaucoup trop technique. Environnement de travail, c'est plus large. Mais en gros, on a une dizaine de termes différents en France et pour les pays anglo-saxons. Donc, bon, on se comprend. Voilà. Donc, quand on voit l'un de ces 10 termes, on se dit, bon, on parle à peu près de l'environnement de travail ou du facility management, on l'appellera comme on voudra. Service aux collaborateurs. Bon, allez. Alors, service aux collaborateurs, c'est un pendant de.
En gros, il y a la partie plus technique et la partie plus servicielle. Voilà. Et tout ça fait l'environnement de travail avec tout ce qui ne se fait pas dans les autres fonctions support qui, peu ou prou, ou à un moment ou un autre, arrive dans cette direction-là. C'est l'histoire de cette direction qui me fait dire ça. On va en reparler. Merci beaucoup Manuel. Et c'est le club bien-être, donc voilà, je me suis laissé un petit peu. Ouais. Et donc Julien, non mais pardon, jamais on t'appelle comme ça, c'est pas vrai. Plus jamais. Plus depuis jamais. 30 ans à peu près. C'est ça. Julien Van Heuland. Bonsoir Julien. Bonsoir. Est-il encore besoin de me présenter? Oui. Oui. En l'occurrence. Ah, fondateur de 4 épingles. C'est mieux comme ça? Ah. Ouais. Pourtant il marchait tout à l'heure. Bon allez, voilà. Prendre celui-ci. Bonsoir. Oui. Ah, bravo. Donc fondateur de 4 épingles. Allez, un mot sur 4 épingles. 4 épingles, c'est une solution de qualité de vie au travail, parce qu'on parle aussi de qualité de vie au travail, dans l'environnement de travail, basée sur une solution de conciergerie digitale que j'ai co-créée il y a 4 ans et demi. Et on parle beaucoup d'expérience collaborateur, forcément, puisqu'on travaille sur l'expérience collaborateur d'entreprises, de marques employeurs, encore un mot RH, pour essayer d'équilibrer la vie pro et la vie perso des collaborateurs de dizaines et de dizaines d'entreprises partout en France, des plus petites aux plus grandes. Ouais. Et en fait, Julien, pour ceux qui étaient présents au premier club bien-être en début d'année au showroom LBC, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un retour d'une enquête qu'on a faite, que le club a fait auprès de direction d'environnement de travail et de salariés, pour tester un certain nombre de services ou un certain nombre d'items autour de la qualité de vie au travail, classés en fonction de est-ce que le sondé trouvait ça important ou pas important. Et puis, souvenez-vous, ce qui arrivait en premier, c'était des choses, on était sur le basique en fait, du confort physique. C'était la lumière naturelle, le confort thermique, etc. etc. Bon, voilà. La sécurité. Bon. Et puis, plus on descendait, et plus on trouvait un certain nombre de services dont on parle beaucoup aujourd'hui, ou de lieux dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et ils se trouvaient plutôt en bas. Et en bas, il y avait conciergerie. Il y en a un qui a fait juste un bond sur sa chaise, voilà, et qui a dit oh, parce qu'il y avait écrit conciergerie entre guillemets. Pressing, cordonnerie. Voilà. Parce qu'on sait tous que la conciergerie, c'est juste pressing, cordonnerie. Et on a beaucoup de clients qui, dans les appels d'offres, marquent même ils marquent plein de services. Et à la fin, ils marquent conciergerie. C'est un peu comme le mot divers pour dire service. Voilà. Et en effet, je te remercie de m'avoir invité malgré mes fulgurances ce jour-là. Triple saut arrière carpé. Et donc, en réception, il nous avait dit un jour, si vous voulez, on parlera conciergerie et surtout évolution à la conciergerie. Et bien, je me suis dit, aujourd'hui, c'est le jour. On va parler d'hospitality management, de service hôtelier. S'il y a bien un service qui nous rappelle l'hôtel, c'est bien la conciergerie. Mais voilà, comment évolue ce métier dans le cadre du tertiaire, de l'environnement de travail. Aujourd'hui, c'est ce que tu vas nous présenter. Voilà. Alors, l'expérience employée, c'est quoi? Rapidement, c'est un terme en fait créé il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 18 ans, par un monsieur qui s'appelle, au cas où, allez voir, Kaveh Abari. Donc, vous verrez quand vous aurez la presse. Kaveh Abari, c'est un prof américain qui travaille beaucoup sur les expériences diverses, expérience client, expérience utilisateur, expérience employé. Et c'est lui le premier qui a lié expérience client et expérience employé. Que vous voyez à droite, quand on a discuté, Manuel, pour préparer, finalement, je n'ai mis là autour de l'image qui montre l'expérience employée que des termes que tu as cités. Et notamment, tu as cité la symétrie des attentions. Et je crois que Kaveh Abari, c'est exactement son discours au départ. C'est-à-dire, un client dont on s'occupe bien, il s'occupe mieux, un salarié dont on s'occupe bien, il s'occupe mieux de son client, c'est ça? Et oui, et il est plus performant, parce qu'il se sent bien et parce qu'il a envie de donner plus, parce que finalement le milieu est agréable et puis je fais ça sans trop faire d'efforts. Et tu m'as cité donc
d'autres raisons pour l'expérience employée. C'est comme ça que vous avez pris le sujet chez Danone. Qu'est-ce qui a engagé en fait la réflexion autour de l'expérience employée parmi tout ce que tu m'avais cité? Alors, au début, je pense qu'on le faisait sans s'en rendre compte. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des métiers de service, hein, ce qu'on fait à l'environnement de travail. Donc, il y a un certain nombre de réflexes qu'on a pris naturellement parce que des nouveaux aménagements peuplent nos entreprises, des open space, des flex office et d'autres termes de ce type-là, toujours anglo-saxons d'ailleurs. Et donc, il fallait adapter le service à une nouvelle manière de s'organiser, à de nouveaux aménagements. Et tout naturellement, on est venu vers une façon de communiquer sur le service qui est un peu différente. Je suis désolé, là, c'est... et donc, là, au début, on a changé un certain nombre de métiers et de façons de rendre le service, simplement parce que les organisations avaient changé et qu'il fallait capter l'attention des utilisateurs, des collaborateurs, un petit peu différemment. Voilà. Donc au début, on n'a pas vraiment mis de terme expérience collaborateur. C'est plus dernièrement qu'on se dit, bon bah là, quand je regarde en arrière et que je regarde comment je traite la propreté, comment je traite l'accueil, comment je traite d'autres métiers de ce type, finalement, il y a un tronc commun. Et donc, à ce moment-là, on commence à se dire, tiens, on va mettre un terme derrière tout cela et on va prendre une méthode pour parler de ces différents métiers et surtout pour les reconstruire. Parce qu'il faut repartir d'une feuille blanche à chaque fois et se dire, est-ce que toutes les attentions sont données pour le collaborateur ou est-ce que finalement, de temps en temps, on reprend des choses qui existent déjà, un cahier des charges finalement qui n'a pas trop évolué depuis des années, alors qu'on n'ose pas se dire, bon, bah, je fais table rase et je recommence tout. Peut-être que là-dedans, je vais trouver des choses complètement différentes. Et voilà, aujourd'hui, on est plutôt là-dessus. Mais au départ, on le fait simplement parce que ça a plus de sens. Et on n'avait pas forcément le terme derrière. Donc tu m'as cité symétrie des attentions, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Bien sûr. Pardon, bah dis donc. Vie professionnelle, qui est, voilà, ça c'est les restes de l'angine. Hein. Ça a l'air d'aller mieux. Moyen. Donc équilibre vie privée, vie professionnelle et qualité de vie au travail. Le modèle du coworking et de l'hôtellerie de bureau. Bon, on en a parlé. Ouais, l'attractivité. Créativité, ah oui. Attractivité aussi. Et attractivité. Voilà, faut pas oublier qu'il y a des tas de... Aujourd'hui, lorsque vous postulez à un poste et que vous hésitez entre deux entreprises, forcément, vous renseignez un petit peu sur la qualité des bureaux, la qualité de vie, la qualité de la répartition vie pro, vie perso. Et peut-être qu'à un moment, vous orienteriez votre choix vers l'entreprise où il fait le mieux bien vivre. Voilà. Et donc, c'est un choix régulier que font beaucoup de salariés régulièrement. Et on a envie de travailler là-dessus parce qu'on s'est rendu compte depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et c'est les DRH qui me le demandent, de regarder ce point-là avec attention. Le point sur l'engagement et la performance. Oui. C'est toujours le fameux sujet. Il y a un lien, vraiment, vous savez faire ce lien entre, ben voilà, je vais développer, je vais travailler sur mon expérience collaborateur et je vais pouvoir mesurer un engagement, une performance supérieure. Alors nous, la façon dont on le mesure, c'est des enquêtes. C'est ce qui permet de savoir mesurer la satisfaction de chacun des collaborateurs. En revanche, j'ai lu des tas d'études, et vous aussi certainement, sur le fait qu'il y avait un lien entre bien-être et sur la performance de chacun. Et comme il y a des niveaux de mesure différents, je ne vais pas m'engager sur un chiffre, mais en tout cas, vous trouverez des tas d'études sur le sujet. Moi, ce que je vois très facilement, c'est le sourire sur un visage. Vous allez dans un espace où les gens se sentent bien, ils ont plutôt le sourire. Vous allez dans un espace où les gens se sentent moins bien, ils auront moins le sourire. C'est aussi naturel et facile à remarquer que ça. Et là, en ce moment, je le vois sur un aménagement qu'on a fait où, effectivement, il y a une partie des locaux où on a plus facilement le sourire que d'autres. Donc voilà, il faut essayer de trouver ce qui fait que... Alors, pour vous dire, parce que je pense que vous ne voyez pas très bien, la définition qui est donnée ici de l'expérience employée, et je la renseigne en plus, voilà, c'est face à l'expérience client,
l'expérience employée est constituée de l'ensemble des interactions qu'un collaborateur peut avoir avec une entreprise au cours de son parcours. Comment on pourrait définir le parcours d'un collaborateur dans l'entreprise? Pour toi, c'est quoi le parcours d'un collaborateur dans l'entreprise? C'est le parcours dans sa journée ou c'est le parcours professionnel, c'est-à-dire dès qu'il arrive dans l'entreprise, dès qu'il est recruté? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a le parcours d'accueillir un collaborateur et on sait à quel point c'est important. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans une entreprise en se disant « mais zut, personne n'est venu m'accueillir. Finalement, je ne connais pas très bien cette société. Et puis, depuis une semaine, on m'a laissé arriver sur mon bureau sans que personne soit venu m'expliquer ce que j'allais y faire. » Et donc, donner du sens à son travail, c'est l'un des points qui revient souvent dans les enquêtes. Donner du sens. Et puis aussi, le fait de se dire qu'à tout moment dans la journée, on a besoin d'informations différentes. Vous allez parler de digitalisation peut-être à un moment ou à un autre, mais effectivement, on peut imaginer que des informations soient plus importantes à certains moments ou à certains endroits et d'autres moins. Donc, il faut aussi une dynamique autour de l'information qui arrive en push sur tel ou tel écran. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir travailler et qu'aujourd'hui, on a toute la technologie nécessaire pour le faire. Oui, on va en parler. Alors, juste pour terminer, 2015, le précurseur, c'est Airbnb, le fameux Airbnb, qui crée, ou plutôt qui transforme son département RH en département expérience collaborateur. Il n'y a plus de RH chez Airbnb. Et puis, en 2017, une enquête montrait que 80% des dirigeants jugent l'expérience employée très importante. Donc, il y a conscience qu'il faut travailler ce point-là en symétrie, évidemment, de l'expérience client. Il y a une phrase qui m'a marqué quand on a préparé, c'est pour ça que, voilà, elle est tout en haut ici. Tu m'as dit, la première chose à faire autour de l'expérience employée, c'est revoir tous les métiers sous l'angle de l'expérience collaborateur, et tu m'as cité tous ces métiers-là. Oui, c'est ce que je voulais dire. Si on veut repartir avec un cahier des charges qui est déjà existant, et la plupart du temps d'ailleurs, je le vois trop souvent dans des appels d'offres, c'est qu'on n'ose pas aller vers l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, il faut vraiment se dire, j'efface tout ce qui existe, je me mets dans la peau d'un collaborateur, et on sait très bien le faire, hein, parce que si vous êtes au service, c'est que justement vous connaissez tous ces métiers et le ressenti. Et il faut repenser le métier. Je vais prendre l'exemple de l'accueil. C'est le premier que je vois. Quand vous êtes chez vous et que vous recevez quelqu'un, vous vous levez et puis vous allez l'accueillir à la porte. Vous devez être peu nombreux à attendre à table que la personne arrive jusqu'à la table. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Et donc, du coup, en entreprise, non. En entreprise, les hôtesses sont derrière un kiosque. Et on trouve ça normal de traverser un long couloir ou alors un hall qui n'est pas toujours super réussi. Et forcément, quand on arrive devant cette hôtesse, il faut d'abord qu'on se présente, qu'on dise qui on vient voir. On est sur une position dominé-dominant. Donc en fait, on a mis tous les ingrédients pour que ça se passe mal. Hein. Et donc régulièrement, effectivement, on s'impatiente, on n'est pas très content, on trouve que ce n'est pas très réussi. Donc il suffit de remettre, encore une fois, un peu de sens. C'est-à-dire qu'on se lève, on est donc en posture debout, on reçoit dès qu'on passe le pas de la porte, on est attendu, donc l'information a été transmise avant à l'hôtesse d'accueil, et il suffit ensuite d'avoir une petite base de données qui dit que la dernière fois que vous êtes venu, vous avez voulu un café serré, et je suis ravi, Monsieur Martins, vous voulez un café serré comme la dernière fois, et puis voilà. Bon. Et tout ça, ça fait partie de l'expérience utilisateur. On est content d'être reçu, on se dit que c'est personnalisé, et voilà, ça change un petit peu la donne, et on n'a plus besoin de dire qu'il faut rester calme et qu'il ne faut pas agresser l'hôtesse d'accueil, parce que ça n'arrive jamais. Voilà. Mais je le vois encore trop souvent dans des... j'allais dire un hall de gare, mais enfin, je le vois encore trop souvent de temps en temps, mais parce qu'on sait mal accueillir. Voilà. Tu as mis ça en place, hein, je crois, au siège ici, Haussmann. Et ça fonctionne très bien parce que, bien entendu, j'ai posé la question, ou on a posé la question à la fois aux gens qui sont visiteurs, mais également aux hôtesses, savoir comment elles le vivent. Forcément, elles le vivent beaucoup mieux. Simplement parce que la personne qu'elles ont en face, il a le sourire. C'est quand même plus sympa que la personne qui arrive, qui vous regarde
avec un air pas toujours très content et qui est déjà en position haute. Donc voilà, c'est plus compliqué. Si je reprends la propreté, c'est exactement pareil. La première fois que j'ai fait un appel d'offres propreté, il y a 10 ans, et que je pensais aux collaborateurs et aux agents de propreté, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est aussi des gens qui travaillent à longueur de journée dans nos bureaux, et donc pour moi, ils font partie des gens sur lesquels il faut leur poser des questions, savoir s'ils sont contents de travailler dans les conditions qui sont les leurs et si on peut les améliorer. Et une fois que j'ai posé toutes ces questions, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas continuer à faire travailler des gens entre 6 et 8, puis entre 19 et 21, simplement parce que ça gênerait, je parle au conditionnel, des gens qui sont au bureau. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de manières de le travailler différemment. Et donc, vous travaillez avec des ergonomes, vous travaillez avec d'autres professions qui sont sachants sur la question, et puis on arrive à faire des trucs plus socialement plus acceptables. Et donc les agents de propreté travaillent en journée. Mais au départ, c'est compliqué, parce qu'au départ, quand je le dis, tout le monde me dit « mais vous allez casser les cadences, ça va être impossible, et donc vous ne savez pas où vous allez ». C'était à peine si on me disait pas « Monsieur Degraine, vous verrez, ça ne marchera pas ». Bon, donc c'était drôle maintenant avec le recul, mais à l'époque, c'était quand même compliqué. Et il fallait oser dire, le cahier des charges, vous l'oubliez. Donc je ne sais pas ce que ça va coûter. Mais il faut juste qu'il y ait au moins une société de propreté qui accepte de faire le job. Mais ça veut dire beaucoup de formation, et ça veut dire pour pas mal de salariés, passer de l'ombre à la lumière. Ça veut dire pour des salariés chez Danone, de dire bonjour à Maria tous les matins et du coup de la connaître un peu, plutôt que de voir quelqu'un à 20h juste avant que je parte, et puis finalement je ne sais pas très bien qui c'est. Et après, on a plein d'anecdotes du genre, on demande pourquoi Maria n'est pas là aujourd'hui, parce qu'elle est malade, ou parce qu'il s'est passé quelque chose, elle a un rendez-vous. Mais on a l'effet inverse. Donc là, on cherche le contact, et ça change complètement, encore une fois. Ça fait partie d'un environnement qu'on maîtrise, sur lequel on est familier, et tout ça participe à un bien-être. Voilà. De la même façon que vous êtes ravi de voir votre collègue le matin quand vous le voyez. Et tous ces métiers-là, à chaque fois, il y a une transformation qui est importante, qui est une transformation RH. Une transformation des profils. Les agents de propreté, inutile de vous dire que quand je leur ai annoncé ça, c'était pas une bonne nouvelle. Parce que dire bonjour à quelqu'un qui est dans son bureau, c'était pas exactement ce qu'elles avaient envie de faire. Et puis finalement, aujourd'hui, ça se passe très très bien. Mais il faut les aider. Voilà, il faut les accompagner. Il faut des ambassadeurs chez Danone qui feront le lien. Parce qu'il y a toujours la pile de journaux qui date de 1972 sur un bureau au fond du couloir, personne n'ose y aller. Il est un peu... voilà. Et puis l'agent de propreté, alors là, elle n'ira jamais. Donc il faut faire un petit peu le lien pour que tout ça se passe. Et honnêtement, avec le recul, aujourd'hui, on a des avantages surtout. À chaque fois que je fais ce genre d'expérience, parce qu'au départ, c'est une expérience, hein, je ne suis pas sûr d'y arriver et je ne sais pas trop où je vais, je me fixe au moins 4 objectifs. Le premier, il est économique. Donc il ne faut pas rêver, hein, je ne suis pas en train de dire que tout ça, en plus, il n'y a aucune vision économique. Si, bien sûr, je suis acheteur et exploitant. J'ai la chance d'acheter. Et donc j'ai les mêmes objectifs que tous les directeurs achats en France. Donc il faut que je crée de la productivité. Le résultat du travail en journée, c'est 7% de productivité, parce que les cadences sont meilleures. Au départ, j'étais pas sûr. Hein. Au départ, on ne savait rien. Bon. Et puis on a testé, et puis voilà. Social. C'est pas que ça. C'est aussi Maria qui rentrera plus tôt le soir, qui pourra être avec ses enfants, qui Oui. ne prendront pas dans la rue. Merci de le rappeler. Qui ne prendront pas le bus à minuit dans les couloirs sensibles de la Défense. Et voilà. Merci de le rappeler, parce que le message, alors là, à chaque fois, j'en parle avec émotion, parce que vraiment, je l'ai vécu comme ça. Le jour où je l'ai lancé en mode industriel, c'est-à-dire partout chez Danone, justement, elle s'appelait Maria. Elle est venue me voir en me disant « Je sais que c'est vous qui avez travaillé sur ce sujet. Et du coup, je voudrais vous remercier parce que ce soir, je dîne pour la première fois depuis 30 ans avec ma famille. » Et c'est la réalité de ce métier-là qu'on a paupérisé humainement. Donc du coup, il faut oser faire ça et se dire que sur les 4 indicateurs qui sont des indicateurs sociaux, environnementaux, sociétaux et économiques, j'ai placé économique enfin, mais vous avez compris que des fois c'est au début, il faut arriver à faire mieux que ce qu'il y a. Alors ça a l'air comme ça une montagne, mais en fait, sur tous les métiers que j'ai cités là, à chaque fois on arrive à faire mieux. Si je parle de la mobilité,
Vous regardez ce que vous coûte un Renault Espace, un véhicule de fonction classique, pour l'entreprise, et que vous additionnez l'ensemble des taxes, vous allez voir, vous arrivez à un chiffre qui est loin de celui que vous avez en termes de service. Vous avez un véhicule toute la semaine pour un avantage en nature qui est le 2/7 en gros de votre utilisation. Très bien. Sauf que le coût que ça représente pour l'entreprise est bien supérieur au service que vous avez. Donc peut-être qu'il faut se dire, en fait, j'ai besoin d'une citadine 5 jours sur 7 et mon espace, j'en ai besoin 5 semaines par an. Donc comment on fait pour arriver à cette équation? Et comme il restera de l'argent, le reste d'argent, pour arriver au TCO du fameux espace que j'avais toute l'année, et où j'étais tout seul et où je polluais l'atmosphère, je vais avoir un espèce de crédit mobilité qui me permet de prendre un Uber, de prendre un métro, une trottinette électrique, ce que vous voudrez pour vous déplacer, le juste besoin au juste moment. Là encore, ça coûte moins cher. Donc, ce qui est compliqué, en fait, c'est de se dire comment je vais y arriver. Parce que, pareil, lorsqu'on m'a dit maintenant tu vas expliquer ça à l'URSSAF, je peux vous assurer que la première fois, c'était pas simple. Et puis, au bout d'un moment, comme c'est plein de bon sens, on n'est pas forcément pénalisé. Alors, honnêtement, ils savent toujours pas comment le regarder, le schéma. Mais ils l'acceptent. Qu'est-ce que j'ai cité d'autre? La restauration. Alors, je vais revenir sur... Et multitech aussi. J'étais surpris que tu cites le multitech. Ah mais non, parce que si on regarde, allez, 20 ans en arrière, Corinne, tu m'en veux pas si je dis 20 ans, ça va? 20 ans en arrière, en gros, on leur donnait un local dans le sous-sol. Alors, ils disaient, voilà, là, vous êtes bien, on va vous filer un ordinateur. Quand il y a des alertes, vous montez. Le reste du temps... T'as dit combien de temps en arrière? Oh, j'ai dit 20. Ah, il y en a qui sont encore... Allez, je dis 10. Aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes profils que vous allez devoir embaucher. Parce que cette personne, elle doit avoir une tablette, donc savoir interagir avec un ordinateur beaucoup plus souvent. Elle doit être beaucoup plus à l'aise au contact des utilisateurs, des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et donc, elle n'aura plus la même tenue parce qu'elle va se balader comme tout le monde au milieu d'endroits flex. Et c'est ça qui va être privilégié. Parce que ce qui compte, c'est pas qu'elle aille réparer, qu'elle aille faire du curatif. Ce qui compte, c'est qu'elle aille en anticipation de ce qui se passe. Et pour ça, il faut écouter. Et donc, faut des profils un petit peu différents. Et le vrai enjeu pour moi de tous ces métiers, c'est de trouver les profils adéquats. Je vais vous donner exactement le même exemple dans la restauration. Ce qui tue la restauration collective, c'est la file d'attente quand vous arrivez dans un restaurant d'entreprise. Alors là, ça flingue tout le monde. Vous arrivez à 12h30, il y a 45 minutes d'attente, et là, on en perd 30%. Bon. C'est une moyenne. En gros, il y a 65-70% de taux de prise sur les bâtiments. Et qu'on soit boulevard Haussmann ou ailleurs. Et même quand on est très captif, des fois, on finit par ne pas déjeuner. Il y a maintenant des systèmes qui permettent de faire en sorte qu'on puisse passer en caisse beaucoup plus rapidement. Mais surtout, il faut arrêter avec le chef qui vous met 2 louches dans votre assiette sans la moindre explication. Donc vous ne savez toujours pas ce que c'est finalement. Vous le découvrez à peu près en même temps que tout le monde. Alors qu'il a peut-être fait quelque chose de génial. Peut-être qu'il est super doué, que c'est délicieux, qu'il a mis un peu de curcuma et qu'il aurait fallu le dire. Mais il n'ose pas parce que lui, on ne lui a pas appris à communiquer avec le convive. Et du coup, ce sur quoi il faut travailler quand on travaille dans la restauration collective, c'est plus de mettre 2 coups de louche. C'est d'être à côté d'une préparation froide qui tient les plats en chaud ou en froid et de présenter à chaque fois qu'il y a un convive qui passe. Ça, c'est super intéressant. Parce qu'il n'y a pas de file d'attente. Vous arrivez, vous êtes déjà servi l'essentiel. Et le plat ou le dessert ou l'entrée, là, il va y avoir une présentation par la personne qui l'a réalisé, qui la plupart du temps est vachement fière, et vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, il y a une touche personnelle. Ça, c'est super intéressant. Ou un coup de poivre, ou un coup ou un aromate. Et là, on va avoir un vrai échange entre voilà ce que j'ai réalisé, et j'espère que ça va vous plaire. C'est quand même beaucoup plus riche que les 2 coups de louche avec une seule attente qui est j'espère qu'il va passer vite celui-là parce que j'en ai encore 50 autres à servir. Donc vous voyez, on change complètement la façon de vivre le service, mais ça veut dire oser. Et du coup, je trouve que c'est très relationnel, tout ce que tu expliques. Finalement, c'est le retour de la relation, ou du temps de relation et du temps de relation humain.
alors que tout ce qu'on entend, c'est la digitalisation, c'est voilà, standardiser, faciliter, voire couper le lien un peu relationnel. Alors, moi, je me suis toujours servi de la digitalisation en complément de l'humain. C'est une erreur de croire que, enfin, sauf si on me contredit tout à l'heure, mais je ne crois pas. Je pense qu'il faut, et d'ailleurs, le concierge d'un grand hôtel, c'est un peu ça. Dans toutes nos entreprises, on a de plus en plus du mal à trouver la procédure pour telle ou telle chose, parce que finalement, il n'y a plus d'intranet, les anciens intranets, ça n'existe plus tout ça. Donc, soit on va voir celui qui est là depuis 1972, qui connaît à peu près tous les process et les personnes qu'il faut aller chercher, soit on a le bon outil de digitalisation, soit on a un concierge, on appellera ça comme on veut, l'happiness officer, ça me va très bien, qui sait où trouver l'information et qui va avoir en plus une espèce d'extension qui sera la digitalisation, qui sera un outil qui permet d'avoir un certain nombre d'informations. Mais le petit plus, c'est l'humain. Quand ça n'est pas dans toutes ces applications, quand il y aura la petite anicroche, il faut quand même qu'à un moment, il y ait un peu d'humain. Et donc, moi, j'y crois beaucoup, oui. Je pense que l'attractivité passe par beaucoup de rapports humains. Alors, il y a ça aussi, et je t'ai interrogé sur, du coup, l'individualisation. C'est-à-dire que derrière ce que tu dis, au final, je te disais, mais il va falloir faire du sur-mesure pour chacun, il va falloir faire des profils. Est-ce qu'on va entrer justement dans la gestion de profils utilisateurs ou de profils collaborateurs ? Là, tu m'as dit sur-mesure, OK, mais avec des limites quand même. Oui, moi je ne crois pas au sur-mesure parce que très difficile. C'est-à-dire qu'on dise et qu'on affirme qu'on prend soin de tout le monde, c'est extrêmement important. Mais de croire qu'on va pouvoir faire du sur-mesure à chacun, je ne pense pas que ce soit possible. Je parle des métiers dont on vient de parler. Dans les métiers de service, vous avez une préparation en amont. Si je prends le cas de la restauration collective, il faut produire les 100 plats qui vont faire que les personnes vont passer de manière fluide. Le problème de la caisse, c'est un autre problème. Il y a de la technologie pour ça. Qu'ensuite, il y a la petite touche dont je viens de vous parler, qui est le coup de poivre, le coup de moulin à poivre, le coup de l'aromate, tout ça. Là, on est sur de la personnalisation. Ça donne l'impression que c'est de la personnalisation, et ça l'est, parce qu'il suffit que la personne dise qu'elle n'aime pas le poivre pour que ça le devienne. Mais pour autant, on ne peut pas se dire qu'on va tout faire sur du sur-mesure parce que ça demanderait un temps important. C'est la perception. Bien sûr, c'est de la perception. Mais il faut pouvoir produire en masse parce qu'on sert, bien entendu, des volumes aussi. Alors, c'est de la perception, mais j'ai le sentiment aussi que c'est une aspiration. C'est-à-dire que j'entends beaucoup les salariés dire, et je vois aussi des résultats d'études qui montrent que quand un collaborateur, quand un salarié peut avoir un peu de maîtrise sur son boulot, sur son environnement, sur ses choix, sur les choix qu'il peut faire dans la manière de s'organiser pour travailler ou les endroits où il souhaite travailler, etc., il gagne en productivité et il gagne en sentiment personnel de qualité de vie au travail. Donc, entre ces mouvements de flex office, ces mouvements de standardisation, de perte d'espace individuel et tout ce qu'on peut leur apporter d'individualisation, j'ai le sentiment que ça peut être une réponse potentielle. Et donc, quand même, malgré tout, essayer, là où on peut, d'individualiser ou de faire du sur-mesure. Oui, puis il y a le champ des possibles. C'est-à-dire que l'addition de tous les services qu'il choisira, de toute façon, sera quelque chose de personnel. Et donc, après, est-ce qu'on va plus se diriger vers des choses extrêmement pointues, personnelles ? Honnêtement, je n'ai pas suffisamment de recul pour vous le dire. Pour l'instant, j'en suis à réinventer tous ces métiers, et puis il y en aura d'autres. Mais j'en suis pas encore à me dire, pour chaque cas particulier, il faut un service différent. Je suis plutôt en train de dire, il y a l'humain qui a une richesse extraordinaire. Je vais reprendre la propreté, mais je pourrais prendre exactement la même chose dans tous les autres métiers. Si vous demandez à Maria de nettoyer votre caisson alors que ce n'est pas au cahier des charges, eh ben elle le fera parce que de toute façon, ce qu'on a favorisé, c'est l'échange. Il suffit qu'elle dise j'ai le temps pour le faire, je peux le faire. Ou alors, je n'ai pas le temps, mais je le ferai vendredi. Et ça suffit. Elle le fera plus facilement parce qu'on lui dit bonjour tous les matins et qu'elle se sent reconnue et qu'elle Bien sûr, peut le faire même bien sûr. naturellement et pas parce que c'est le cas des choses. Complètement.
Non, mais si je parlais des bienfaits sociaux, sociétaux, environnementaux, de tout ce qu'on vient de faire là, à chaque fois, j'aurais plein de choses à raconter. Sur la propreté, il y a 5% d'absentéisme en moyenne dans le métier de la propreté. Il y a moins de 1% chez Danone. Alors, je ne sais pas ce qu'il me fait. Ah oui, voilà. Est-ce que j'ai le droit de poser une question? Bien sûr. Moi, j'ai une question, c'est finalement, est-ce que tu adaptes le cahier des charges? Parce que nous, en tant qu'acteurs de l'innovation, en tant que start-up, on est sans arrêt confronté à des cahiers des charges qui, finalement, nous frustrent, parce qu'on nous demande de remplir des cases par rapport à nos confrères qui font de la conciergerie depuis 20 ou 25 ans. Et finalement, on remplit 2 cases, puis le reste, on marque inclus, 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 inclus. C'est hyper frustrant. À la fin, on nous dit désolé, on leur demande d'envoyer d'autres choses. Non, il faut répondre au cahier des charges, sinon quoi, vous serez éliminé. Et c'est juste super frustrant. Faire l'innovation avec des acheteurs d'un grand groupe, c'est super compliqué. Et humainement, eux nous disent en fait, j'ai pas le choix parce que je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on vous a invité. Mais en fait, on a un cahier des charges qui est précis. Donc, est-ce que tu adaptes le cahier des charges et quelles sont les recommandations pour d'autres qui ont besoin d'adapter ce cahier? Alors moi, j'ai de la chance. Je me parle facilement. Comme je suis l'acheteur et c'est plus simple. Pour autant, encore une fois, j'ai les mêmes objectifs que tout le monde de productivité, etc. Donc, je peux pas me louper. Non seulement je l'adapte, mais des fois, je l'écrase. Si je reprends l'exemple de la propreté, il y avait 0 écrit au départ. Je suis dans un amphithéâtre, il y a 60 personnes, à peu près 10 sociétés de propreté, ou 11, je crois qu'il y en avait 11. Il y en a 2 ou 3 qui sont partis avant la fin parce qu'elles ne comprenaient rien. Et sur toutes celles qui ont répondu, il y en a peut-être 2 ou 3 que j'ai senties engagées. Et à la fin, il y en a une qui a dit chiche. Voilà. Donc ça te montre à quel point, des fois, je me mets en danger, dans le sens où il n'y avait rien d'écrit. Et dernièrement, j'ai fait un appel d'offres où ça commençait par « Comment voyez-vous votre métier dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 5 ans ?» C'était ça le cahier des charges. Et après, j'adapte mon cahier des charges. Ce qui m'intéresse, c'est sa vision de son métier. Et si sa vision de son métier, c'est quelque chose de plus digital, je vais m'orienter vers ça. Bien entendu, moi, je sais ce que je veux. Mais c'est le mariage des deux qui est intéressant. Donc parfois, il faut un peu d'agilité ou il faut être un peu disruptif pour prendre des termes très à la mode. Ouais, où il faut une culture d'entreprise qui te permette justement d'exprimer une certaine ouverture et créativité dans tes cahiers des charges. C'est pas partout possible. On me permet de faire ça. Sinon, mais de la même façon, il faut que je vende mon projet. Donc j'explique le contexte qui m'a amené à cette réflexion, pourquoi j'y crois, quel est l'attendu. Mais effectivement, je peux le faire dans un cadre qui est celui de Danone. Je ne pourrais peut-être pas le faire partout. J'en suis conscient. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est à la fin, je te posais la question, finalement, aujourd'hui, tu es en recherche de quoi? Et tu m'as cité un exemple, peut-être que tu pourrais me le reciter, mais le but du jeu, c'était, voilà, tu es en recherche d'outils qui permettent d'éviter les règles brutales. Et je ne sais plus, tu me citais l'exemple d'un changement de couleur en fonction du bruit sur les espaces partagés. Je n'ai peut-être pas dit brutal, si. Ouais, ou des règles imposées, enfin tout ce qui est un peu trop... voilà. Il y a un truc qui vit assez mal, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure tous les deux, qui sont les règles. Donc vous arrivez dans un open space, vous arrivez dans un endroit de flex et puis vous avez les 5 règles à adopter. Alors la première fois, s'ils sont un peu malins, ils ont fait ça sur le ton de l'humour. Et donc on trouve ça drôle. La deuxième fois, on a déjà vu la blague, donc c'est moins drôle. Et puis au bout de 5 ans, c'est plus possible. Et donc tout ce qui permet de ne pas donner de règles m'intéresse parce que une des choses que j'aimerais barrer, c'est le fait de se sentir contraint de dire à quelqu'un « ça serait pas mal si tu parlais un peu moins fort ». Tout ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est justement le fait que les uns et les autres, on soit conscients que parfois on peut mettre en difficulté l'autre si on parle trop fort. Parfois on peut mettre en difficulté l'autre si on va s'asseoir à tel endroit. Et donc, oui, effectivement, je réfléchis à tout un tas de choses plutôt intuitives qui vont permettre à certains aménagements de fonctionner dès le premier coup, sans qu'il y ait écrit « vous n'avez pas le droit de faire de bruit dans cet endroit ».
Voilà. Ou dernièrement, effectivement, donc je te parlais d'un code couleur, parce que j'ai vu un outil qui me paraissait pas mal, et ça va dans le sens de ce que je suis en train d'expliquer. Vous êtes dans un endroit qui, a priori, est fait pour la rencontre, donc des endroits dynamiques comme vous en avez dans vos locaux. Et puis là, la régulation du bruit, finalement, ça dépend de ce qu'on est en train d'y faire. On y fait un cocktail, forcément, ça va être un peu joyeux. Et puis quand on est en train de travailler, donc il y a des réunions informelles, c'est mieux si chacun n'élève pas le niveau de sa voix, parce qu'on arrive à ce qu'on appelle l'effet cocktail, et à la fin, il y a 80 décibels partout. Et là, il y a des projecteurs qui envoient une couleur. Et quand on est dans le vert bleu, c'est qu'on est plutôt dans des choses soutenues. Et quand on voit que l'ensemble des murs autour de nous devient rouge, c'est que peut-être qu'on a trop élevé la voix. Et donc on n'a pas besoin du regard du collègue, du chut intempestif. Voilà. Ça, je trouve que c'est plus facile à vivre. Moi, je suis très attentif au vivre ensemble, et c'est l'une des choses qui sont remontées assez régulièrement. Je n'ai pas envie de faire la police. C'est pas à moi de le faire. Finalement, personne ne le fait, et du coup, on le vit mal. Voilà. D'où ces recherches-là. Mais je suis sûr que vous aussi, vous avez ce type de retour de vos collaborateurs. Maintenant, il faut trouver les bons éléments qui permettent de le faire intelligemment et tout en douceur. Merci, merci Emmanuel. Vous pouvez l'applaudir. Allez. C'est très bon pour l'expérience intervenant. Il faut le savoir. Non, mais merci Emmanuel. Bon, voilà, on est contraint par le temps. Il y avait encore évidemment plein de choses à dire sur le sujet. Je ne sais pas si vous êtes allé au siège de... Ouais, voilà. L'expérience de l'accueil différent, tel que l'a expliqué Manuel, on s'en souvient. C'est la preuve que c'est une vraie expérience pour le coup. On s'en souvient. Parce qu'on n'est vraiment pas habitué à voir quelqu'un venir vers vous. Moi, j'ai eu un moment de recul. Ah non, mais je le dis. Non, mais c'est vrai. Je dis... Bah ouais, hein, c'est surprenant. On l'a vécu, Ouais. Pascal. Où est-ce qu'on est allé ICAD. En fait, ICAD, on fait souvent des choses ensemble. Si, on t'entend quand même. C'est surprenant, mais c'est super agréable. Et en fait, même on a senti que l'hôtesse, elle était très à l'aise, c'était très agréable, la discussion est engagée. Alors, pour tout vous dire, il faut quand même que je gère du coup autre chose, parce que je fais attention aussi à leur santé, etc. Et la posture debout trop longtemps, du coup, faut que j'arrive à trouver des moments où elle se repose un peu, quoi. Oui, c'est assez étonnant parce que c'est une vraie expérience. Parce que voilà, on se sent accueilli. Pour le coup, il y a un côté très hôtelier, puisqu'on prend votre nom, on vous propose quelque chose à boire, on vous propose de vous asseoir, on vous prend votre vestiaire, etc. etc. Enfin, pas du tout l'habitude d'être reçu comme ça, surtout que j'étais allé 2 jours avant, comme on est enregistré, je ne vais rien dire, enfin 2 jours avant dans un autre groupe du CAC 40, où au bout de 20 minutes d'attente, plié en 4 dans un petit truc quasi au ras du sol, on m'a jeté un jeton pour aller au bout, aller prendre un pauvre café en passant devant les toilettes. Donc bon, et quand même, voilà, c'est l'effort de l'expérience de l'accueil client quand même. Des fois, on rentre, on a l'impression de déranger. C'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression de déranger. Tu as raison. Ouais. Donc, mais bon. Ce qui est important, c'est qu'il faut se mettre aussi dans la peau de l'hôtesse. C'est-à-dire que nous, c'est pour quand qui même... tu travailles déjà? Pour le groupe Harmonia. Ah, voilà. Ah, ouais, mais c'est vrai que nous, on a été vraiment très moteur là-dessus parce qu'on interroge beaucoup nos collaborateurs. Et c'est vrai que les collaborateurs ont cette problématique, comme le disait Emmanuel, du dominant-dominé. Je veux dire, il y a des bornes et des banques accueil qui sont juste catastrophiques. On a proposé à beaucoup de clients de travailler avec eux sur le design. Ils n'en démordent pas. C'est-à-dire qu'il faut une banque accueil où les filles sont carrément en dessous. Elles ne voient pas les gens arriver ou alors il faut qu'elles lèvent la tête. Du coup, elles ont la surprise parce qu'elles peuvent être au téléphone, etc. Et c'est vrai qu'on a été aussi, nous, très moteurs sur l'accueil dynamique. On a effectivement des tablettes, des choses comme ça. Mais il y a un frein client qui est assez énorme parce qu'ils nous disent mais si du coup elle va vers le visiteur, du coup elle fait pas autre chose, etc. On peut tout gérer maintenant avec le digital. Donc, vous êtes associé dans l'aménagement des espaces d'accueil? Oui, on a travaillé effectivement avec certaines structures. Il y a certains clients qui ont accepté le deal, c'est-à-dire que nous on a pris en charge directement l'architecture et la mise en place de la banque accueil qu'on a intégrée dans les prestations.
D'accord. Ben voilà, c'est exactement ça. Mais AXA c'est sur très la rare. terrasse. Et ben voilà. Mais c'est très rare. Donc, mais en- c'est très très rare. C'est-à-dire que nous, on l'intègre dans nos prestations, mais on a des clients qui sont très peu réceptifs sur le sujet. Moi, Et chaque... c'est juste pour dire, pour ce projet-là, AXA, pour ce projet-là, AXA, j'ai travaillé 1 an et demi pour 4 accueils. Pour convaincre. Non, mais ça paraît dingue de se dire qu'on travaille 1 an et demi sur un projet d'accueil, de banque accueil. La banque accueil du boulevard Haussmann, je vous assure, l'architecte, il y a passé plusieurs semaines. Parce qu'il faut que tout soit adapté. Et du coup, pareil, il faut tout refaire. Oui, il y a une notion d'image à travailler aussi. Tout à fait. Oui. Bah oui, il faut que ce soit agréable visuellement. Mais quand moi qui suis en train de travailler sur des projets de construction de bâtiments en ce moment, à chaque fois que je vais voir le promoteur, le constructeur, l'archi, ils sont encore... Ah oui. Alors ils m'ont fait une super banque d'accueil. Vous voyez comme elle est belle. Ah oui, elle est super belle. Sauf qu'elle n'est pas du tout fonctionnelle. Mais ils sont, même les plus grands archis ont des banques d'accueil pour l'instant extrêmement classiques. Magnifiques, hein. Je ne dis pas, hein, tout en corian, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est très beau, mais c'est pas du tout fonctionnel. Voilà. Et là, on est vraiment en plein dans le bien-être parce que je fais beaucoup de commercial et quand je vais dans les entreprises, de rentrer dans une entreprise, c'est un peu stressant. Ouais. Comment on va être accueilli? Est-ce qu'on est attendu? Souvent, c'est très moyen, mais le fait d'avoir cet accueil-là, ça change tout. On arrive, on est de bonne humeur, on a l'impression d'être attendu, on a l'impression d'être accueilli, de ne pas déranger, et du coup, le rendez-vous se passe 1000 fois mieux. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et puis en parallèle, pour les hôtesses, c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire qu'elles se sentent vraiment utiles pour le coup. Ah bah oui. C'est pas juste remettre un badge et prendre une pièce d'identité. Et puis pour les collaborateurs, c'est bien aussi, parce que les collaborateurs, finalement, les hôtesses d'accueil, même si elles sont externalisées, elles font partie de l'effectif. Et donc, d'arriver face à un collègue qui est derrière son comptoir, il y a une limite physique à ce que ça devienne une personne membre à part entière de l'effectif. Donc c'est terrible. Et ce qui est intéressant sur ICAD, c'est qu'en plus, ils ont testé les robots. Donc ils ont eu finalement cette nouvelle approche de l'accueil, mais ils ont aussi testé les robots avec, honnêtement, plus ou moins de succès. Moins que plus, parce que justement l'humain est hyper important et cet humain vraiment à proximité, cet hospitality management au niveau purement de l'accueil, ça fonctionne beaucoup mieux. Allez, d'autres remarques, ouais. Tu disais, Manuel, on ne peut pas personnaliser la relation de service sur mesure. En fait, je pense qu'il faudrait laisser réfléchir à des groupes. J'ai dit que j'avais un doute en fait. J'ai pas suffisamment de recul. Je ne suis pas sûr. Je ne m'oppose absolument pas à ce que tu as dit, là n'est pas là, mais dans la démarche, en fait, moi, ce que je comprends dans les très grands groupes du CAC 40, c'est qu'il y a une partie de la population qui est très pushy pour aller vers ces services plus humanisés quelque part, et puis quelqu'un qui sont beaucoup plus oh là là, qu'est-ce qu'on me demande. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer des typologies en disant il y a des gens qui veulent du service plus tradi parce qu'on ne les a pas encore amenés, puis d'autres totalement collaboratifs, etc. Et notamment sur la fonction accueil, sur un très grand groupe du CAC 40, on travaille en disant il y a du VVVIP, donc on va lui laisser la blonde à chignon. Il n'y a que moi qui peux dire ça. Hein. D'accord. Et puis en revanche, il y a des endroits où on est sur du marketing digital ou autre. Donc là, on va plutôt faire de l'accueil corpo, dynamique, etc. Donc je pense qu'on est en train d'emmener le mouvement. Et je crois qu'on a intérêt tous, que ce soit donneurs d'ordre ou prestataires, à s'appuyer sur les fameuses, mais très efficaces, nouvelles générations pour donner envie. Et moi, je pense que la première des choses, et tu l'as dit, c'est que nous, prestataires au sens large, on ne demande que ça, que de réhumaniser et redonner de l'authenticité à un acteur de service. Par contre, on a besoin qu'effectivement nos clients nous envoient une image. Oui, je suis Maria et j'ai le droit de parler à ce client. Donc, ce genre d'exemple que vous faites, il faut absolument les montrer à tout le monde, en fait. En tout cas, moi, j'essaye d'évangéliser, mais c'est pas simple. C'est pas simple d'abord parce qu'il faut... tu l'as rappelé tout à l'heure, je travaille dans une société qui me le permet. Du coup, pour d'autres, il faut arriver à le vendre à leur direction en disant voilà pourquoi je le fais. Et c'est là où ça, j'avoue, moi il y a des fois où j'étais pas sûr de ce que j'allais réaliser. Quand je travaille sur la mobilité et que tout à coup je dis il y aura plus de véhicules de fonction, il y aura un crédit mobilité, je peux t'assurer qu'au départ, il a fallu que j'explicite. Et puis on fait un test, on fait un POC, vous connaissez ça par cœur, et puis on regarde les avantages, les inconvénients, et puis au final, ça vaut le coup de continuer à chercher. Mais c'est assez dur de le vendre en interne. Vraiment, je pense que souvent le frein est là.
Le nombre de clients le nombre de copains qui sont venus me voir en me disant j'aimerais bien mettre ça en place chez moi. Et donc je lui donne la recette parce que honnêtement c'est pas très compliqué, hein, c'est surtout de la volonté. Et ils repartent en disant je vais demander au prestataire de le faire. Et là à chaque fois les bras m'en tombent parce que je me dis merde, il a rien compris. Et c'est beaucoup plus facile de dire voilà, je vais dire à Harmonia ça serait bien que tu me mettes en place l'accueil dynamique. J'ai appelé ça comme ça, mais vous l'appellerez comme vous voudrez. L'accueil dynamique. Mais tout seul, il n'y arrivera jamais. De toute façon, c'est pas un prestataire qui peut changer la culture. Bien sûr, bien sûr. Donc souvent, ça s'arrête là. C'est-à-dire que malheureusement, on trouve ça très bien. Alors ICAD, c'est l'une des sociétés qui, quand même, je les entends souvent. Je les vois souvent faire des choses très bien. Ils testent, hein. Ils Ouais, testent c'est ça. pas mal de choses. Donc ça fait partie des gens que je suis. Mais il y en a d'autres que je regarde pas parce que je sais très bien qu'ils n'auront peut-être pas le courage de le mettre en place parce que c'est très dur à vendre. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un prestataire qui change la culture d'entreprise. Néanmoins, à chaque fois, je me demande, l'expérience collaborateur, elle est très liée aussi à la culture de l'entreprise. Quelle est la part de ce que tu cherches par toi-même et ce qui vient des collaborateurs de l'entreprise? Est-ce qu'on te demande des choses aussi dans cette expérience collaborateur? Alors moi, j'ai un boulot très classique, hein. Directeur achat, productivité. Et donc, donner du sens à ce qu'on fait, mais il y a un élément économique. Donc, je n'ai pas l'impression d'être très différent des autres. Là où je suis peut-être un petit peu différent, c'est que j'accepte de passer 6 mois en préparation d'un appel d'offres parce qu'il y a un truc qui ne va pas. La propreté, il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut le revoir complètement. Et donc, il faut oser aller voir la Fédération des entreprises de propreté en leur disant pourquoi on ne ferait pas différemment. Il faut peut-être oser aller voir la mairie de Paris, L'Oréal et 2-3 autres groupes en disant est-ce que vous êtes chiche de tester ça avec moi? Et c'est comme ça que ça s'est passé il y a 10 ans. Je suis pas toujours sûr que ça va marcher, mais ça demande un peu plus d'investissement qu'un appel d'offres classique. C'est évident. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez y passer autant de temps qu'aujourd'hui. Non. En revanche, moi, j'en tire beaucoup plus de bénéfices. Mais tu as quand même des remontées collaborateurs, j'imagine. Bien sûr. Aussi. Le nombre de collaborateurs Danone qui encore aujourd'hui me disent « je suis vachement fier de la façon dont la propreté je fais chez Danone, je suis vachement fier de ce que m'a dit le visiteur parce qu'il était ravi d'être accueilli comme ça. Je suis ravi d'avoir croisé Christian qui fait la maintenance multitechnique, c'est un mec génial, il a tout le temps le sourire, c'est vachement agréable de lui parler. » Le nombre de collaborateurs que j'entends me dire ça, honnêtement, mes collaborateurs sont très fiers de travailler dans cet univers-là parce qu'on a des retours en interne qui sont super intéressants. On a même fait une exposition à un moment qui s'appelait « De l'ombre à la lumière », justement. Pour un certain nombre de métiers, on avait fait un reportage avec une journaliste qui était venue, qui avait pris des photos et qui disait voilà l'avantage de le travail en journée. Il y avait ce que je vous ai raconté sur moins d'absentéisme, sur je fais mes devoirs, j'ai plus de formation, j'ai des cours d'alphabétisation et j'en passe. Corinne? Les indicateurs. Les indicateurs tangibles. C'est une population avec laquelle j'interagis beaucoup parce que du coup j'ai besoin d'eux et c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup en termes d'inspiration. Donc je parle beaucoup avec la population RH dans leurs attentes, dans la façon dont ils voient un certain nombre de choses parce qu'ils ont des avis très pertinents sur le service. En revanche, on n'a pas d'indicateurs. D'abord parce qu'il y a des métiers... Même si vous êtes très bien et très performant à votre poste, il y a des métiers où c'est très bien huilé et donc au bout de 3 ans, vous partez sur une autre fonction, soit à l'étranger, soit ailleurs. Donc ou ailleurs dans le groupe d'ailleurs, parce que donc non, c'est pas des indicateurs que je suis. Les quelques indicateurs que je suis qui pourraient être du même ordre sont l'absentéisme, l'accidentologie, ce genre de choses. Pas forcément l'engagement, tu n'as pas forcément des retours sur des enquêtes d'engagement? Alors on a des enquêtes qui, entre autres, parlent d'engagement, mais elles sont plutôt bonnes. Voilà. Donc c'est délicat de voir la progression liée à notre métier, parce que
d'une manière générale, on va dire que l'attractivité est plutôt bonne. Donc c'est compliqué de... Ouais, c'est le problème dire du que c'est lié. multifactoriel, on Ouais. le connaît. Hein, voilà. Et après, ce qui se regarde de plus en plus, en fait, c'est le taux de réussite sur le recrutement. Pour voir si Taux de réussite sur le recrutement. C'est-à-dire que pour un poste, combien de candidats qui ont été reçus, finalement, combien on a retenu, et ainsi de suite. Turnover. On voit l'évolution de... Et le taux de Mais- réussite. mais quelle est le taux de réussite sur le l'importance de recrutement, l'environnement de c'est-à-dire le travail nombre de personnes qui répondent aux annonces. Et quelle est l'importance et l'impact de l'environnement de travail, de cette stratégie dans ce recrutement? C'est aussi compliqué à dire. Mais en France, le problème, c'est que comme les gens se plaignent, on mesure la plupart du temps sur des indicateurs négatifs. C'est que s'il n'y a pas de plainte, tout va bien. Et par contre, les gens qui donnent des retours très positifs, finalement, sont peu nombreux. Et les sondages sont souvent hyper quali, surtout, parce qu'en fait, les seuls gens qui répondent sont les gens qui ont vraiment le temps de tout. Il y a des abonnés à ça, qui adorent ça. En plus, des fois, on met des incentives en place pour que les gens répondent plus. Donc, il y a ceux qui vont aller récupérer les petites initiatives au passage. Mais finalement, les gens vraiment qui ont des problèmes, potentiellement, se prennent même plus la tête avec cette problématique, alors que c'est potentiellement des vrais freins ou des vraies zones problématiques. Donc, on est dans les extrêmes. Et donc, on juge beaucoup plus au ressenti, je trouve, et à ces petits soft skills ou des petits éléments qui vont permettre de comprendre qu'en effet, en ce moment, ça va plutôt mieux. Mais c'est beaucoup, beaucoup de ressenti. Et là, c'est encore beaucoup d'humains. Mais Moi, le je- sourire, c'est un truc qui marche bien. Moi, je l'ai vu sur oui, c'est vrai. Oui. En attractivité, par contre, là où j'ai vu le plus l'impact, c'était chez Deloitte, leur siège d'Amsterdam. Parce que les RH expliquaient que là, pour le coup, au sein de la même boîte, avec la même culture d'entreprise, etc., ils avaient été très surpris de constater une baisse du turnover et de l'attractivité, donc de la demande spécifique de venir travailler sur ce site-là, par rapport aux autres sites du groupe. Et là, ils ont pu faire le lien entre eux. Il y a un impact direct sur les collaborateurs. Le site, ce qu'on a mis en place en termes de services, ce qu'on a mis en place en termes d'innovation, et puis il est très bien situé aussi, il est bien positionné, la localisation est idéale. Ce site-là, il nous fait gagner tant en turnover et il nous fait gagner tant en attractivité. Là, pour le coup, il y avait un vrai retour. Mais bon, voilà, il faut pouvoir le faire comme ça, quoi. Merci beaucoup, Manuel. On reviendra peut-être... Ah oui, tu m'as parlé de mobilité globale. Juste un point quand même sur cette mobilité globale. Qu'est-ce que tu imagines demain qu'on puisse faire de mieux ou de plus pour les salariés en termes de mobilité? Il fait ce qu'il veut, lui. Hein. Oui, c'est très artistique. Voilà. Vas-y. Non, c'est ce que j'ai résumé en disant le juste besoin au juste moment. La mobilité, elle ne va pas s'arrêter demain. Hein. Vous avez vu fleurir sur nos trottoirs des trottinettes électriques il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'on va voir encore arriver d'autres choses, hein, des taxis sur la Seine, des volants. Donc des tas de choses. Donc je pense que ça n'a pas fini. Ce qui est important, c'est de se dire que demain, on aura encore plus de choix en termes de mobilité. Et il ne faut pas se dire, tiens, celui-là, je n'ai pas le droit de le prendre. Parce que j'ai déjà un véhicule de fonction, donc le reste, il faut que je me débrouille. Non, il faut se dire que l'entreprise a une responsabilité dans la mobilité d'une manière globale. Alors, on va avancer doucement hein, sur ces sujets-là parce que y a un avantage en nature derrière, donc il faut regarder comment tout ça évolue. Mais le fait de pouvoir se dire qu'on ouvre le champ à pas simplement un véhicule de fonction, mais plus de mobilité, c'est déjà vachement bien. Moi, j'en suis au point où j'essaye d'étoffer ce champ des possibles en disant faut qu'on puisse aller jusqu'au vélo électrique, à la trottinette électrique, parce que tout le monde n'a pas envie de venir en voiture. Il suffit d'habiter à moins de 5 km pour que le vélo ce soit très adapté. Hein. À partir du moment où il y a des pistes cyclables sécurisées. Mais après, ça va se faire aussi naturellement. C'est-à-dire que les nouvelles générations dont on voit, elles ne sont pas du tout intéressées. Bien sûr. Donc, mais même le véhicule de fonction. Ça les intéresse. Le nombre de... dernièrement, on a eu 40 nouvelles personnes qui ont pris ce concept-là. Alors, en fait, on a eu un recrutement de masse, mais 80% des personnes qui sont arrivées ont choisi ce concept-là. Parce que le véhicule de fonction, c'est un truc qui... c'est absolument pas un élément important lors du recrutement. Ça dépend où, hein, quoi. Alors, non, mais bien sûr, vous habitez à Fontainebleau, vous venez habiter à Paris, oui, il faut venir en voiture.
enfin bon, je ne connais pas suffisamment Fontainebleau, mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes obligé de prendre la voiture tous les jours sur plus de 30 km et qu'en plus vous avez 2 enfants à déposer à la crèche le matin, honnêtement, le plus adapté, c'est la voiture. Mais moi, quand je me balade sur le périphérique, j'ai des chiffres. 70% des gens sont seuls dans leur véhicule. Oui, oui. Ah oui. 70, ça me paraît même pas beaucoup. Bah, c'est On a des l'impression qu'il y a mesures. plus, ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais. Voilà. Et après, autre chose, tous les ans, on a n'importe quel gestionnaire de flotte à moins de kilomètres parcourus. Pareil, parce qu'on a moins d'usage du véhicule. Alors, je ne parle pas des flottes de commerciaux, parce que bien entendu, si vous étendez leur périmètre ce jour-là, forcément, il n'y aura pas moins de kilomètres. Mais sinon, d'une manière plus globale, vous regardez tous les véhicules statutaires, vous regardez les kilométrages qu'on faisait il y a 10 ans, les kilométrages qu'on fait aujourd'hui, et ils sont décroissants d'année en année. Moi, je perdais 7% de kilomètres par an, voilà, en gros. Donc tout ça pour dire, au début, j'en faisais sans le savoir. Au début, j'en faisais parce que c'était du bon sens. Et maintenant, il y a un point commun qui est l'expérience collaborateur. Mais vous avez raison, hein, la nouvelle génération ne veut plus de véhicules. Les Parisiens, moi je vois mes enfants, mais eux, ils veulent plus de voitures, les transports à Paris, c'est parfait. Donc c'est vrai qu'il faut leur apporter des solutions pour les faire. Exactement. Les Parisiens. C'est vrai, bah, en région. D'ailleurs, oui, vous en avez région, raison. Non, mais c'est vrai, il y a une différence. Vous avez raison. Oui. On a des sites un peu partout. Les seuls endroits où on les a mis en place, c'est en Île-de-France. Bah oui. Parce qu'à Lyon, ça s'y prête pas du tout. Parce qu'on a un siège à Limonest et qu'à Limonest, on habite à Lyon et donc ça va pas. Et puis pareil sur les autres. À Brive, je vous en parle même pas. Enfin bon, peu importe. Donc on l'a pas proposé ailleurs parce que c'était pas adapté. Allez, on va avancer. Merci beaucoup, Manuel. Et on va avancer sur la partie conciergerie. Alors, j'espère que je n'ai pas dit un gros mot, Julien. On dit bien encore conciergerie, on est d'accord? Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que ça fait encore partie du haut du cahier des charges, mais j'espère qu'on va vite l'enlever, ce mot de conciergerie, et qu'on va parler expérience collaborateur. Ça serait une super idée de faire des appels d'offres expérience collaborateur ou des appels d'offres accueil conciergerie. Parce qu'en fait, ces deux métiers, bon, allez, ça passe ensemble, ça me permettrait d'économiser une ligne budgétaire. Alors, du coup, quand je t'ai demandé de nous présenter un petit peu l'évolution du métier, puis ta vision de l'évolution de ces services, tu es parti finalement des nouvelles attentes des collaborateurs que tu as essayé ici de lister. Hein. Oui, alors rapidement, parce qu'au final, on a aussi un peu déjà abordé le sujet. On a des nouveaux consommateurs, on a des nouveaux salariés, de nouveaux collaborateurs. On parle de la nouvelle génération, mais pas que, parce qu'on parle de la nouvelle génération en imaginant ceux qui sortent d'école. Mais si on regarde bien, même quand on a 50 ans, on est sur son smartphone toute la journée. On a son smartphone perso sur le bureau, on l'utilise le week-end, son smartphone professionnel, parce qu'on lit ses mails aussi. En même temps, donc on est hyper connecté à tout, et en même temps, on demande tous le droit à la déconnexion. Donc il y a comme ça un nouveau paradigme qui a été mis en place et beaucoup de contradictions. On parle de qualité de vie au travail, mais on parle beaucoup de nomadisme notamment. Donc la qualité de vie au travail, finalement, c'est top, mais on est de moins en moins au bureau. Donc est-ce que le travail, c'est le bureau ou pas? Nous sommes tous des hyper consommateurs, on sait tous se connecter, on a accès à Amazon qui est devenu finalement une sorte de Google de la consommation. C'est en tout cas leur nouveau métier, donc on sait consommer tout ça. Donc une fois qu'on est sur son lieu de travail, on a exactement les mêmes attentes. Donc comment répondre aux attentes de consommateurs aussi exigeants quand ils sont assis, je vais être gentil, 8 heures par jour, d'ailleurs ils sont de moins en moins assis aussi, il faut réussir à répondre à tout ça. Donc on a finalement en permanence cette problématique qui est liée au recrutement. On a parlé de talent, de moins en moins on parle de ressources humaines, on parle de talent manager, de chasser, de fidéliser les talents. Avant on chassait, on fidélisait les clients, maintenant ce sont les talents. Et moi, il y a un truc que j'adore, c'est que je viens du e-commerce. J'ai fait ma carrière avant d'arriver ou de créer 4 épingles il y a 4 ans et demi. Je venais du e-commerce. Et j'adore ce que ce soir, en fait, on a quasiment que des termes de e-commerce. On parle d'employee experience au lieu de la user experience ou de la customer experience. On parlait du customer journey, du parcours utilisateur. Là, on est sur le parcours employé. On n'a pas cité le mot d'avis client, mais on parle de sondage. Et donc, finalement, on a besoin de cet avis employé. Il y a des plateformes comme Glassdoor qui cartonnent
un petit peu moins en France, mais ça vient quand même, ça monte. Et donc on est en fait en permanence sur des usages du web. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes tous devenus des internautes et tous ces consommateurs-là, on a besoin de les travailler au corps, comprendre leurs besoins et de les aider dans ce qui représente en fait la majorité de leur vie, même de leur vie privée, c'est leur vie pro, parce que le reste du temps, finalement, ils courent toute la soirée ou le week-end, ils s'occupent de leur famille et puis ils dorment aussi un petit peu. Et on leur laisse de moins en moins le temps de dormir. Donc il y a tous ces nouveaux mots-clés qui représentent les tendances, encore une fois, pas que de la nouvelle génération, je pense de tout le monde, de tous les collaborateurs de toutes les entreprises. Et donc, face à ça, on se dit, OK, mais comment je dois m'occuper d'eux ? Alors, tu parlais d'hôtellerie, des services de conciergerie dans les hôtels. On parle beaucoup d'hôtellerie tertiaire. C'est un mot que j'emploie aussi quotidiennement. Mais finalement, quand on regarde l'hôtellerie touristique, l'hôtellerie plutôt standard, elle se retrouve dans une tempête sociétale avec Airbnb, avec Booking.com, où finalement le monde de l'hôtellerie est en train d'exploser, en train de changer. Et eux aussi ont besoin de changer les codes. Et donc de la même façon, finalement, on a besoin de changer les codes de l'entreprise, les codes de l'hôtellerie tertiaire, pour savoir répondre à toute cette génération. Est-ce qu'ils n'étaient pas allés, eux aussi, finalement, aussi loin que peut-être certaines entreprises dans la standardisation, dans le côté un peu anonyme de la manière d'accueillir leurs propres clients? Est-ce que c'est le même mouvement finalement qu'on voit un peu parallèle? C'est le même mouvement, c'est cette même génération qui n'a pas de propriété, finalement va louer son domicile. Avant Airbnb, aujourd'hui c'est devenu hyper connu, il y a une petite tendance qui était du couchsurfing qui permettait aux gens d'aller dormir chez les uns, chez les autres. Vraiment, on est dans cette génération du on-demand, du à la demande, et donc on a besoin d'améliorer ça. Et les hôtels, en effet, étaient devenus extrêmement classiques. Déjà, ils se sont fait manger par les plateformes digitales qui ont permis de réserver à moindre coût les hôtels qui étaient parfois avec des prix exorbitants. Encore en France, c'est relativement plafonné. Moi, je vis partiellement en Allemagne. En Allemagne, on a des chambres d'hôtel qui peuvent faire x8 ou x10 sur des jours où vous avez des salons où tout d'un coup, vous allez payer 1 000 € un 2, 3 étoiles parce qu'en fait, c'est la semaine avant le salon hyper important à Cologne. Et tout ça, ça a été cassé par ce nouveau monde. Et c'est pareil dans le bureau, parce que si on veut garder ses talents, ils vont changer hyper vite. Alors oui, il y a 3 millions de chômeurs en France. Si on regarde finalement c'est tellement rapide de changer de job, de trouver une nouvelle opportunité ou de comparer la vie client, la vie employée d'une entreprise avant d'arriver. Aujourd'hui, en fait, dans les entretiens de recrutement, et c'est pareil même quand on est en start-up, on est obligé, dès le moment où on se dit « OK, celui-là est intéressant », on est obligé de draguer l'employé, le collaborateur. On est obligé d'inverser les rôles, où tout d'un coup, on se dit, OK, c'est plus à vous de me convaincre. Là, j'ai passé dans l'étape inverse, ça va être à moi de vous convaincre, à moi de vous dire, OK, signez chez nous plutôt que chez le concurrent. Parce qu'aujourd'hui, ils ont le choix. J'ai pas mal de retours, alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'ai de plus en plus de retours de direction RH qui sont stupéfaites par les questions qui sont posées par les candidats et qui n'étaient pas posées il y a encore quelques années. Questions sur les valeurs, questions sur les engagements en dehors du scope de l'entreprise, questions sur les environnements de travail, sur les services. C'était des questions qui n'étaient pas forcément posées. Des questions sur les services. Et moi, c'est intéressant, je demande toujours, quelques mois après l'arrivée d'un collaborateur, je lui pose toujours la question, pourquoi il est venu chez nous ? Pourquoi il nous a choisis ? Parce qu'encore une fois, comme ils nous choisissent, la question maintenant mérite d'être posée. Et au pire des cas, c'est à la fin d'une période chez nous, si les personnes, un stagiaire qui reste 6 mois, chaque personne qui passe chez nous et qui part de chez nous, je lui pose la question, comment ça s'est passé ? Et au début, pourquoi il nous a choisis ? Et c'est beaucoup en effet sur cette histoire d'humain, de valeurs, les valeurs de l'entreprise. Ouais. Et j'ai souvent répété, alors maintenant on va avoir 4-5 ans, donc on nous demande moins comment on a créé l'entreprise, mais au départ, en fait, on a choisi de faire de l'innovation avec des valeurs, en considérant que le digital, souvent on dit, OK, 4 épingles, c'est conciergerie digitale, donc il est à 100% digital. J'ai senti Emmanuel tout à l'heure me dire, le digital, c'est bien, mais pas que ça, on va voir s'il me contredit ou pas. En effet, complètement, le digital, ce n'est pas tout. Et les valeurs, c'est hyper important. Et faire de l'innovation en 2018-2019 sans avoir des valeurs sociétales, des valeurs sociales humaines, d'éco-responsabilité, ça ne fait pas sens et on ne va pas réussir à trouver le collaborateur. Donc on a besoin d'apporter cette gamme de services, de la mettre en avant
de les personnaliser. Là aussi, c'est finalement un acte de l'e-commerce. Dans l'e-commerce, la tendance, vous ne le voyez pas forcément en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur, c'est que le site va être de plus en plus personnalisé en fonction de votre parcours. Et l'idée, le Graal du e-commerce, c'est que chaque utilisateur est un site e-commerce différent par rapport à l'autre. Amazon est très très fort pour ça. Et voilà, avec les reciblages, avec l'analyse de vos comportements, on va réussir à vous apporter une page très différente. Et c'est un peu pareil dans l'entreprise, savoir contextualiser à chaque fois pour vous dire si vous êtes en effet, s'il est 11h30, c'est le moment où vous allez penser à déjeuner. Donc c'est peut-être intéressant de communiquer et pas juste à la personne qui va finalement dans le restaurant, mais de savoir communiquer à la personne. Et ça, c'est d'ailleurs la nouvelle conciergerie aussi. Savoir communiquer à la personne qui va dire OK, il est 11h30, mais moi, je ne vais pas au restaurant de l'entreprise parce que franchement, c'est une cantine, la qualité est médiocre ou c'est impersonnel. Le jour où le restaurateur avec ses deux louches va valoriser son plat, etc., c'est très bien, mais il ne va toucher que les personnes qui viennent déjà. Et donc, comment on va toucher tout le monde ? Comment on va toucher ces gens-là ? Et là, on a besoin aussi d'outils digitaux, justement, pour réussir à accélérer cette communication. Alors tu disais que la qualité de vie au travail répond à la fois aux attentes des employés, mais aussi aux enjeux des employeurs. On ne va pas revenir, on a beaucoup développé l'ambiance, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, l'engagement, la rétention. Tu donnes quand même quelques chiffres. Il y a quand même quelques études et quelques enquêtes qui ont été faites. Donc vous pourrez en prendre connaissance, ce que tu as listé ici. Malakoff Médéric fait pas mal de choses sur le sujet. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est une vraie tendance, c'est juste, et en effet, sans parler des chiffres, c'est juste une tendance qu'on ne peut plus ignorer en fait. Ouais. C'est plus une tendance, c'est présent, on est là maintenant et on parle finalement pas que des entreprises à la Google. Avant, on disait beaucoup, ah oui, mais ça, c'est des entreprises à la Google, l'aménagement pour le bien-être, c'est à la Google. Mais en vrai, pas du tout. On pourrait dire à la Danone et on pourrait dire finalement à beaucoup d'entreprises très classiques. Donc les chiffres sont là. On est vraiment dans le temps présent et c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Et d'ailleurs, il faut avoir un temps d'avance parce que le temps que vous le mettiez en place dans vos entreprises, vous allez avoir déjà dans 2 ans, vous aurez mis tout ça en place. Du coup, vous aurez au moins 2 ans de retard, voire plus, parce que finalement, Manuel, il l'a mis en place dans les 2 dernières années, donc vous aurez 4 ans de retard sur lui au moment où vous allez le mettre en place. Donc c'est là où il faut se projeter et accueillir l'innovation en se disant, j'accepte des tendances et d'ailleurs prendre des risques, des tendances qui vont venir demain si vous voulez être dans le temps présent. Alors ces fameuses tendances, elles impactent aussi ton propre métier. Les conciergeries qu'on a connues il y a quoi, il y a une dizaine d'années qu'elles sont apparues dans les entreprises. En France, ouais. C'était cordonnerie, pressing. Hein, donc dans notre enquête, on est resté un peu bloqué il y a 10 ans, manifestement. Donc elles évoluent, elles vont évoluer, elles vont peut-être changer de nom. C'est comment vous devez vous adapter? Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? Ouais, c'est vrai qu'en voyant tout le monde changer, on ne peut pas dire non, nous non, en fait, pas besoin, parce qu'on savait déjà il y a 20 ans ce qui allait exister. Pas du tout. Alors déjà, moi, j'ai créé 4 épingles en tant que start-up il y a 4 ans et demi, donc on est arrivé dans le cœur métier. Je venais du e-commerce et mon associé était dans le conseil, et donc on connaissait toutes ces problématiques. Donc il fallait changer. Et l'idée, c'est de devenir le partenaire numéro 1 de la vie de bureau. C'est un peu notre motto, notre leitmotiv. C'est de rentrer dans le relationnel, de rentrer dans l'animation de la communauté. On parle de community management, encore un mot anglais, et qui vient du web, mais c'est animer une communauté de collaborateurs, l'animer autour de services. Mais encore une fois, vendre du pressing n'a jamais fait le bien-être de personne. C'est bien de vendre du pressing, ça va peut-être rendre service en effet à une petite couche de la population, mais si on fait que ça, ce n'est pas du service et c'est même hyper frustrant pour les autres. Et donc c'est changer les règles, créer énormément d'animation. Et là, la vraie tendance de 2018 pour nous, et après, on travaille beaucoup avec, je crois qu'on a un cas d'usage, après on va en parler, mais avec les asset managers et de plus en plus avec les employeurs en direct sur l'animation et sur le rôle de l'humain. Alors, moi, je mets l'humain. Souvent, malheureusement, on remplace en fait une partie de l'humain par le digital. C'est presque devenu un écueil parce que on se dit très bien, je vais faire des économies. Moi, acheteur, j'économise mon budget. On met l'humain plus que 2 heures dans la semaine et le reste, c'est du digital. Alors certes, mais il y a une transition et en plus, finalement, le digital ne va pas juste compléter ou remplacer l'humain. Jamais. Le digital est une base qui peut être présente partout et qui va permettre de toucher tout le monde
et derrière, l'humain va apporter cette énorme qualité. Et dans cet humain, l'animation est une porte d'entrée hyper importante. J'ai bien aimé, tu as dit il faut alléger les contraintes d'un côté et enchanter le quotidien. Et enchanter le quotidien, parce qu'en tant que consommateur, vous ne cherchez pas, finalement, on ne voit que ce qui est curieux, ce qui est nouveau, ce qui est innovant. On a besoin d'effets waouh. On n'a pas juste besoin d'un quotidien pratique et utile. Vous n'êtes pas capable de citer. D'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles on lance, quand il y a des sondages, on leur dit de quoi vous avez besoin. J'ai besoin de rien, ça va, tout va bien. D'accord. Et c'est là où enchanter le quotidien, c'est alors ça met quelques temps, on dit qu'une conciergerie met toujours 9 mois à se mettre en place parce qu'il faut changer les habitudes de consommation des gens. Même si on leur simplifie le quotidien, il faut leur faire comprendre que c'est pour leur bien. Et finalement, oui, enchanter le quotidien, c'est créer un effet waouh et montrer ce sourire, c'est très bien dit. Quand on arrive à générer du sourire, à générer de la relation entre les collègues parce qu'ils vont participer à une activité sport et bien-être qui était, je crois, au-dessus de la conciergerie dans le classement. Du coup, j'étais un peu content parce que j'ai additionné mon classement 15e sur la conciergerie avec le sport et bien-être qu'on fait aussi. Avec le yoga, il y avait des barres à jus aussi qui étaient plus hauts, que l'on fait aussi dans la conciergerie 3.0. Et donc, en fait, en additionnant tous les classements, finalement, on était plutôt dans le top 5 si on additionnait tous les votes. Ici, il y a un cas d'usage qui est assez intéressant. Alors ça, c'est le Crisco, la cristallerie à Sèvres, pour si certains l'ont déjà visité, qui est malheureusement pas encore 100% staffé. Pour ça que vous avez une jolie photo des travaux encore en direct. Mais c'est un projet qu'on a lancé cet été avec un FME et pour la Française AM. Mais il y a beaucoup d'asset managers. ICAD, on est un qui est hyper innovant. On a leur siège social open à Issy-les-Moulineaux parmi nos sites clients. Et à chaque fois, d'autres personnes vont visiter ICAD et nous disent c'est trop bien, il faut le mettre en avant. Donc il y a des gens comme ça qui apportent de l'innovation. Et Crisco, on a mélangé, en fait, on est parti du digital. Et le digital est là-bas. C'est-à-dire que n'importe qui a accès à n'importe quel moment au service de conciergerie, quel qu'il soit. Ça, c'est bien. Mais derrière, on nous a aussi dit, on a, j'ai plus en tête, je crois que c'était 20 ou 25 mètres carrés d'espace de conciergerie devant la salle de sport. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et en fait, au sein du Crisco, vous retrouvez une happiness manager, happiness officer, je ne sais plus quel est le nom de la personne du Crisco, peut-être une welcome manager, une hospitality manager. Voilà. On va trouver des mots français un jour pour tout ça. Welcome manager. Et cette personne-là, elle va travailler en plus de l'accueil, on travaille avec l'accueil, on travaille avec elle pour apporter du service, créer des événements. Et donc en permanence, tous les mois, on a des événements en particulier. Ça permet de créer du lien entre les personnes. Et donc on a beaucoup de collaborateurs. Il y a Alten qui est sur le site, vont se rencontrer autour d'un bar à jus organisé dans un événement bien-être de rentrée, dans lequel peut-être qu'on va aussi valoriser le fait qu'on peut leur livrer leurs courses ou leur panier de fruits et légumes ce jour-là sur le site. Mais en même temps, on va créer cette rencontre et le sourire, il ne va pas venir du fait qu'on leur livre un panier bio au bureau. Le sourire, il va venir parce qu'ils se sont rencontrés autour d'un bar à jus et que ça, c'était hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'ils vont parler du site. Et individuellement, égoïstement, ils vont peut-être faire leurs courses et se faire livrer au bureau. Et là, ça va être le côté pratique. Et alors, sur le côté pratique, on a dématérialisé complètement la conciergerie, parce que le concierge derrière le comptoir, ça n'existe plus. Même dans les hôtels, finalement, ça n'existe plus. Ouais. Et donc, on a des assistants personnels par chat qui, à distance, vont renforcer la pauvre happiness manager qui n'a pas le temps de discuter avec tout le monde. Ils vont pouvoir demander le service qu'ils veulent et s'ils sont livrés au bureau, ils sont livrés dans une consigne connectée, dans cet espace où vous avez une consigne connectée, vous avez un distributeur de produits du quotidien, vous avez plein d'espaces et sur l'appli, vous allez pouvoir réserver le cours de sport, vous ouvrez la porte dans l'espace conciergerie, vous arrivez dans la salle de sport et vous allez pouvoir réserver le cours de sport. Et vous avez de l'autre côté une autre porte et vous avez la petite salle bien-être avec l'ostéopathe, mais vous n'avez pas besoin de poser la question, de descendre votre bureau pour aller poser la question s'il y a un créneau dispo ou pas. Vous l'avez en permanence sur l'appli. Et donc le digital est omniscient. Les consignes connectées permettent d'avoir une disponibilité permanente. Et derrière, l'humain, il est apporté pour l'humain. L'humain, il est apporté pour cette animation, pour créer du lien. Et c'est hyper complémentaire de l'activité initiale digitale. Par contre, dans les entreprises de 150 personnes, on n'a que du digital. Parce qu'en termes de budget, on n'est pas capable de rajouter de l'humain en plus.
c'est pas possible, ça passera pas forcément dans le budget. Alors certains essayent de demander à leur comptable ou à leur office manager d'être happiness manager, chief happiness officer. Alors on met des noms, maintenant ils sont chief pour pouvoir être, mais en réalité ils sont finalement assistants administratifs et chief happiness officer. Ça devient un peu ridicule. Derrière le digital et derrière les plateformes que je vois, il y a quand même de l'humain. Vous mettez quand même de l'humain parce qu'il faut quand même répondre parfois à des demandes très spécifiques ou avec beaucoup de réactivité. Et donc, je vois de plus en plus de plateformes où, en vérité, derrière, il y a quand même un dispositif humain. Et complètement. Alors, c'est marrant parce qu'on a en fait un concierge qui est chez nous un assistant personnel et on parle d'un assistant personnel par chat. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a à la fois un assistant personnel par chat, donc avec des vrais humains qui sont à Paris 8e, donc nos opérateurs. Et derrière, on est renforcé de chatbots, donc de technologies d'intelligence artificielle qui nous permettent de répondre plus rapidement. Et on a certaines réponses qui sont postées donc par les chatbots. Mais c'est très peu de réponses. C'est une discussion complète. Vous ne pouvez pas l'avoir avec un robot. Parce qu'en effet, l'humain est hyper important. Et donc, nos opérateurs vous les identifiez avec le prénom, mais il y a certains chatbots qui ont un prénom aussi. Et c'est drôle, c'est que des fois, on a des coups de fil ou des messages de remerciement, voire même pour le chatbot, qui a donné une réponse hyper rapide, c'était vraiment top, etc. Et par contre, l'humain, quand ils ont la personne au téléphone, on a même des clients qui nous disent ah, si Julien n'est pas là, non, tant pis, alors je rappellerai. Non, mais je peux vous aider aussi, vous savez, j'ai votre dossier, je vois exactement, c'est pour telle commande, il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Et donc l'humain est hyper important et nous aussi, des fois, on se dit, on fait partie de l'effectif, pas assez à distance, et c'est là où les animations sont essentielles, parce que parfois c'est assez frustrant, parce qu'à l'inverse, il y a aussi des gens qui se disent, finalement, une personne derrière un chat, je ne sais pas qui me parle, je ne sais pas s'il me connaît, il n'a pas compris que ma commande était importante ou quoi que ce soit, et c'est là où on a besoin d'éducation, on a besoin de monter vers le digital, d'avoir une transition. Et quand on a des clients qui nous disent je remplace la conciergerie traditionnelle par du digital, mais par contre j'ai zéro budget pour les animations, alors pas de problème, mais ça va être compliqué. Parce que vous avez une population de quadra, quinca qui ont depuis 15 ans une conciergerie physique, vous leur dites vous la supprimez pour des économies budgétaires, et dans ce cas-là, ok, on va mettre 4 épingles, mais on est ravis d'avoir le budget, mais vous ne nous facilitez pas la tâche en disant interdiction d'avoir des animations, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de venir sur site. Ok, on fait le boulot, mais on perd forcément des gens au passage. Donc il faut aider à cette transition. Et là, la partie événementielle, elle est hyper importante. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans tous les services que vous proposez ? C'est hyper variable. C'est hyper variable. Le pressing cartonne. Les gens adorent le pressing et la cordonnerie. Ils sont fans. Tu te fiches de moi. J'ai le sentiment que tu te fiches de moi. Non, je me fiche du sondage. Mais je te remercie. La preuve, c'est que tu m'as invité. Donc, comme quoi, on peut discuter. Tout va bien. Oui, oui. Ça permet à ouvrir le débat. À t'écouter, c'est plus les animations, on va dire. Et les animations... Mais oui, mais le problème, c'est qu'il y a 20 ou 25 critères et que c'est très difficile de donner de la profondeur derrière chacun des critères et sur un sondage où il y a un mot. Et en plus, les gens ne savent pas, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est une conciergerie. Quand on le met en place, Eric me le disait tout à l'heure, les gens entendent parler de conciergerie, mais ils ont une idée assez... finalement, ils veulent en place une idée assez traditionnelle. On nous demande de la cordonnerie. Oui, mais en vrai, on peut faire beaucoup plus de choses. Et dans les événements, les bars à bien-être cartonnent forcément, d'autant plus quand les employeurs participent. Mais même s'ils ne participent pas, on arrive quand même à avoir... il paraît tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, on m'a parlé de barbier. Et pareil, ça cartonne dans les entreprises. Donc, c'est vraiment cette notion d'animation qui va être essentielle. Et de plus en plus, on en parlera aussi après, sont demandés les services par les personnes qui ne sont pas au siège. Je reste sur cette partie-là d'abord. Le dernier point est aussi essentiel. Finalement, tu l'as beaucoup cité tout à l'heure, la partie de facility management augmenté. Et c'est que comme on parle de bien-être et d'équilibre vie pro, vie perso, je prenais l'exemple tout à l'heure en discutant de le siège cassé. C'est bien de proposer des massages une fois par mois ou une fois par an dans l'entreprise en disant que nous, on est une entreprise qui a une vraie qualité de vie au travail. Mais si le siège du collaborateur est en mauvais état et que la personne, le factotum qui doit intervenir met 3 semaines à intervenir, ou que quand vous allez dans les sanitaires, vous avez des
des problèmes que je ne vais pas décrire ce soir juste avant le buffet, et vous vous dites, là en termes de qualité de vie au travail, vous êtes gentil avec votre pressing, vos massages et votre bar à jus, mais vous avez juste oublié l'essentiel. Et nous, dans notre rôle d'animateur de communauté, on se voit finalement créer un rôle, on est dans l'expérience collaborateur par essence, on apporte via le digital un point d'accès aux salariés, on va pouvoir échanger sur plein de sujets avec lui, et donc parfois on a en fait de plus en plus on a des questions sur l'office management et on peut faire remonter et faire redescendre, parce que c'est bien de faire remonter, mais qu'est-ce qu'on va dire au collaborateur qui s'est plaint que les sanitaires n'étaient pas propres? C'est bien de lui faire un petit retour plutôt que lui laisser la surprise qu'en effet 2 semaines plus tard c'est fait. Déjà c'est trop long parce qu'on a mis trop de temps à prévenir, mais en plus on lui fait même pas de retour. Et la prochaine fois, on ne sait pas qu'il a déjà fait cette demande. Donc voilà, animer la communauté, et c'est ça la conciergerie, ce qu'on appelle le 3.0 dans l'aspect très collaboratif, c'est d'avoir une communauté beaucoup plus large. Et puis, voilà, il faut aller au-delà, tu le disais tout à l'heure, du lieu de ce qu'on appelait le lieu de travail. Aujourd'hui, ce sont des lieux de travail. L'entreprise, ce n'est pas un bâtiment, c'est une vision extrêmement classique, et même dans des pays où c'est beaucoup plus traditionnel. Aujourd'hui, ce n'est plus un bâtiment. On est ici chez Spaces. Danone a des collaborateurs un peu partout. Il y en a. Alors d'ailleurs, finalement, on part très vite en parlant du siège à chaque fois. Le siège social a plein de services. On parle d'ailleurs aussi de Paris. L'hypermobilité parisienne, enfin, je suis le premier à prendre vélo à la demande, trottinette à la demande, scooter à la demande, j'ai rien à moi. Et, mon appart, mais de temps en temps je le loue. Et pourtant, je suis quand même pas la génération Y. Donc voilà, mais tout ça, c'est en vrai très parisien. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de clients, d'ailleurs, qui ne le prennent très rarement en compte dans leur cahier des charges, qui oublient complètement tous leurs collaborateurs qui sont à distance. Et à distance, ce sont les commerciaux itinérants, mais à distance, ce sont les personnes qui travaillent toute l'année, peut-être à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, qui se disent vous êtes bien gentils, mais au siège, ouais, je sais, ils ont plein de services. Nous, on est dans un bâtiment du Crédit Agricole aujourd'hui. On est au village BASCA, le village de l'innovation du Crédit Agricole. L'un des nombreux bâtiments du Crédit Agricole qui n'a pas de service. Et là, en ce moment, on est sur le cahier des charges du Crédit Agricole, mais vous avez 2 sièges sociaux sur lequel il y a un appel d'offres pour la conciergerie. Mais en attendant, on n'a toujours pas la possibilité d'apporter du service aux conseillers de clientèle qui sont dans des agences, dans des banques. Et pourtant, aujourd'hui, c'est possible. Nous, notre métier, c'est de faire ça. Et donc, pensez aussi à tous vos collaborateurs qui sont sur des sites de une personne, ils travaillent de chez eux, où ils sont 5, 10, 15, 20. Et ils ont aussi ce besoin. Il y a un terme que les RH détestent, qui s'appelle de la discrimination. Et quand on parle de design serviciel, on parle aussi de discrimination servicielle. Et souvent, ces personnes-là sont oubliées. Et vous avez des temps de trajet, quand on est à Paris, même, qui sont tellement longs que finalement, quand on est à Saint-Denis ou tout à l'heure on parlait de Massy, en effet, on a des personnes qui vont partir de Paris et qui vont mettre 1 heure, 1h15, 1h30. Je suis hyper étonné en tant que recruteur de voir des collaborateurs qui postulent, qui me disent « Ouais, je mets 1h30 le matin, mais ça me va, je suis habitué, je le fais depuis 5 ans. » Mais 1h30 pour venir au bureau, c'est juste infernal. Et en plus, on te propose de ramener ton pressing et ton panier bio depuis le bureau. C'est juste horrible. C'est juste horrible. C'est finalement un peu se foutre de... Mais les chaussures sont réparées, du coup, ils peuvent marcher très longtemps, il n'y a pas de problème. Alors, nous, on a inventé ce système. Alors, du coup, j'allais commenter, donc je me permets de revenir juste à la slide précédente. Rapidement. Tu l'enlèves, ouais. On a inventé, nous, un système de conciergerie de quartier où, en fait, les collaborateurs peuvent commander comme des points relais de leur conciergerie d'entreprise sur leur parcours domicile-travail. Ça ne résout pas tout, on n'en a pas partout. Mais clairement, on peut déjà apporter des services. Et on fait plein de services à domicile aussi. Et ça fait partie pour moi de la conciergerie d'entreprise, de dire je vais t'apporter du service à domicile. Et pourquoi l'entreprise ne le ferait pas en apportant du service, alors qu'aujourd'hui vous avez 1000 applications qui vont vous livrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit à domicile. Et du pressing, mais on peut se faire livrer tout et n'importe quoi, n'importe quand. Mais dans les entreprises, on va vous apporter ça, mais uniquement de 8h à 20h si vous êtes au siège social. Voilà. Et dernier point... Non, vas-y, parce que le dernier point, c'est la déclinaison des services, parce que je voulais voir tout ce qui pouvait être associé et casser le code et l'image de la conciergerie cordonnerie pressing. Alors
ma question, c'est est-ce que les entreprises, parce qu'il y a des trucs, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les intranets, bon, plus personne n'y va parce qu'on ne sait pas où c'est. Est-ce que du coup, les entreprises, je vais donner 2 exemples. Le bar IT, celui qui dépanne votre iPhone et votre ordinateur quand vous avez un problème, il ne peut pas finalement être à la conciergerie. Est-ce que le CE, avec toutes ces offres de voyage et tout, finalement, il ne pourrait pas offrir ses services à la conciergerie? Est-ce que les formations, ça ne pourrait pas être un catalogue qui existe auprès de vous? Et après, on ne vous demande pas des experts, mais simplement de faire en sorte qu'il y ait du lien. Par contre, et pour continuer, il me semble avoir lu ou vu que certaines entreprises, en marque blanche, proposaient de pouvoir, finalement, à des entreprises plus petites, prendre en charge quasiment une activité de CE. De CE. Ben oui, mais je l'ai lu et je l'ai lu et il me semble bien qu'il y a une offre sur le marché. Alors, il y a des offres de CE, il y a des offres de conciergerie qui sont en marque blanche pour avoir tous les services directement par l'employeur. J'en parlais d'ailleurs ce matin en réunion et on me disait, ouais, moi j'ai aussi beaucoup de clients qui me disent, mais hors de question de mettre notre nom uniquement sur les services. On va m'appeler pour me demander pourquoi la commande est en retard, etc. Donc l'environnement de travail, le RH n'a pas du tout envie de s'occuper de ces services-là. Donc il faut faire attention, et il ne faut pas non plus effacer complètement et de dire, moi en tant que Danone, je vais réparer tes chaussures. A priori, ce n'est pas le métier ni de l'employeur, ni de Danone en tant que marque. Et donc, en tant que marque employeur, l'idée, c'est de mettre en place le service. Et le mot de conciergerie, finalement, ne veut dire rien d'autre qu'un agrégateur de services. On agrège des services, on crée du lien entre les services, entre les collaborateurs eux-mêmes parfois, pour que le cours de yoga, finalement, ils y aillent ensemble et on crée du lien. Ils vont peut-être se rencontrer ou échanger autour de leur activité. Et donc, c'est agréger tous ces services. Et c'est marrant parce que les services que tu as cités, c'est des services que l'on fait. Mais que l'on ne fait pas dans les grands campus où il y a déjà un bar IT, où il y a déjà tout ça. C'est des services que l'on fait en fait dans des entreprises où il n'y a pas du tout ça. Et donc, on va organiser le réparateur de smartphones, d'ordinateurs. Et potentiellement, on va le faire intervenir sur une thématique réparation avec, je sais pas moi, le réparateur de vélo et puis le garage. On va le faire justement autour d'une animation où là, il y a à nouveau de l'humain, mais on va agréger tous ces services-là. Et il n'y a pas plus frustrant pour nous que les entreprises qui viennent nous chercher parce qu'ils entendent sous le mot conciergerie le mot divers. Et donc, en fait, ils ont mis en place tout un tas de services, notamment les startups sont très comme ça. Les startups mettent en place 1000 services. Ils ont une Chief Happiness Officer qui n'est payée que pour mettre en place des services. Et à la fin, quand elle n'a plus d'idées, elle nous appelle et nous dit « Bon, il n'y a plus que la conciergerie que je n'ai pas mis en place. » Et d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Le pressing, d'accord. Et, ah non, le reste, c'est bon, je gère. D'accord, mais du coup, ce n'est pas une conciergerie dont vous avez besoin, mais du pressing. Et donc, pour vous dire que la génération Y, ce monde des startups, peut avoir une vision complètement fausse aussi de ce monde serviciel. Et donc voilà, on est un animateur de communauté, un créateur de liens, on crée du lien avec les services. Et tout ça, finalement, comme les hôtels, on a cette capacité à essayer d'apporter au maximum à l'employé, au maximum de bien-être, d'équilibre ou de sentiment de reconnaissance, c'est aussi beaucoup ça, par le service. Mais comme les hôtels, il faut réinventer le modèle et trouver une forme d'innovation. Et voilà. Et donc, si j'ai le droit à un mot, moi, mon mot de la fin, c'est ouvrez vos cahiers des charges à l'innovation et ne les laissez pas figer, même si vous avez dans l'esprit la volonté de le faire. Il faut que les acheteurs, et tout le monde n'est pas acheteur, décideur et ouvert à l'innovation. Et donc, il faut aussi ouvrir ça pour pouvoir apporter des solutions, parce que je pense qu'on peut aussi du terrain, en tant que prestataire, je pense qu'il y a beaucoup de prestataires qui peuvent apporter eux-mêmes des bonnes idées pour nourrir et se nourrir ensemble de bonnes idées. Merci beaucoup, Julien, pour cet éclairage et cette vision d'expert sur l'évolution de la conciergerie qu'on appellera peut-être autrement autour de l'expérience collaborateur dans quelques temps. Je vais vous frustrer totalement puisqu'on a forcément plein de questions pour toi. Moi, j'en avais aussi, mais il va falloir quand même conclure. Je ne sais pas si Laurent Dida est là. Laurent, voilà. Si vous voulez bien me rejoindre, Laurent, pendant que je vous présente très rapidement, vous savez, le petit point veille toujours. D'abord, juste pour vous signaler
qu'il y a un e-book qui avait été édité il y a 2 ans par Elior Service et Inextinso. Inextinso, c'est le groupe au sein de Deloitte qui s'occupe spécifiquement de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Et vous voyez que cet e-book s'appelle « Ce que l'environnement de travail peut apprendre de l'hôtellerie ». Il y a plein de choses très intéressantes dedans. Vous en voyez ici quelques-unes. La qualité de l'expérience client, évidemment, les lieux de repos, les lieux de vie, là, tout ce qui est autour de l'accueil des espaces collectifs et comme des espaces privés est scanné. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, spécialistes avec vos yeux environnement de travail, vous allez retrouver plein de tendances en fait de l'hôtellerie qui sont déjà des tendances évidemment des lieux de travail. Et donc on sent qu'il y a une convergence entre les deux. Voilà. Services, gestion du personnel sont des points évidemment dont l'hôtellerie s'occupe depuis pas mal de temps. Vous avez également, et là aussi je vous le recommande, un guide, le guide Stanwell One Conciergerie 2018 qui s'appelle Bien-être au travail. Ils appellent ça un guide inspirationnel, j'aime bien le titre, pour passer à l'action. Stanwell, c'est un cabinet de conseil et donc autour de ce sujet de l'expérience employée et du bien-être au travail, ils ont défini des niveaux de maturité d'entreprise où vous pouvez vous situer et à partir de ces niveaux de maturité, le chemin possible, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place et comment. Et puis ils ont fait cette cartographie, malheureusement que vous ne voyez pas bien, mais vous l'aurez avec la présentation, cette cartographie de tous les services et les sites et les sociétés, les start-up qui sont montés, vous voyez, autour de soit des services d'épanouissement, des services pro ou extra-professionnels, autour de la prévention ou de l'environnement de travail. Il y en a vraiment, c'est là qu'on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Il prendra du temps à tous les tester, hein. Mais voilà, il y en a qui vous parleront, vous verrez. Et puis moi, je m'y suis essayé aussi, mais alors de manière beaucoup plus rapide, juste pour vous dire, voilà, que ceux que j'avais vus et qui m'intéressaient en bien-être, côté bien-être, je ne sais pas, il faudrait que vous alliez voir celui dont on parle beaucoup actuellement, c'est Bloom at Work. Voilà, hein, voilà, je vois que ça fait... Bon, donc sans doute à essayer. Le côté My Office, un 4 épingles vient de vous en parler, qui est à la frontière entre bien-être, voilà, animation de communauté, vous avez compris, hein, voilà, aussi les conciergeries aujourd'hui. Et puis le côté My Office, donc s'occuper de moi spécifiquement sur mon lieu de travail, sur mon parcours quotidien. Il y a Weedy et Jobbers, anciennement Jobbers, qui s'appelle Weedy maintenant, qui propose ça aussi. Je vous ai cité Workwell, vous l'avez peut-être vu au dernier trophée Arsec de l'environnement de travail, voilà, un agrégateur aussi, comme ça, une plateforme agrégateur de services, qui est, là, je crois, signée avec Gessina ou CIK, Gessina, je crois. Voilà. Donc, il va être déployé, je crois, sur tous les immeubles Gessina. Et puis, Ascus, je voulais citer aussi, parce que c'est de l'interne, pour le coup, c'est Altran, qui a décidé de s'occuper de ses collaborateurs, et notamment de bien les accueillir et de mieux les suivre et de mieux répondre à leurs demandes au quotidien. Et ils ont créé en interne cet outil qui s'appelle Ascus et qui, en fait, agrège toute réponse possible sur les sujets des RH, de l'environnement de travail ou des systèmes d'information. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une plateforme téléphonique à la base et qu'en fait, ils ont ressenti le besoin de créer des desks physiques. Et donc, ils sont en train de déployer des desks physiques parce que pour accueillir correctement le collaborateur et lui remettre son package, l'accompagner dans le démarrage de tous ses outils, etc., eh bien, ils se sont aperçus que la plateforme téléphonique, ça ne suffisait pas. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis à gauche, vous voyez l'animation de communauté. Vous connaissez Never Eat Alone, Klaxit, hein, anciennement Waze Up, qui fait son chemin, hein, Klaxit, dont on parle en ce moment. Cowork.io, qui vient des espaces de coworking et qui fait le lien entre cette animation de communauté et puis le pilotage de l'environnement de travail, donc le taux d'occupation de mes espaces, etc. Et puis, côté RH,
vous avez Ligamen, qui est je crois qu'il y a 2 ans, une start-up qui s'occupe d'essayer d'évaluer les compétences des collaborateurs, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'on pourrait développer et qui serait bon et pour eux et pour l'entreprise. Et puis les réseaux sociaux d'entreprise, entre RH et communauté, vous avez notamment Yammer et Slack, allez voir. La vertu de ces réseaux-là et de ces services, c'est que vous pouvez avoir accès beaucoup plus rapidement à des niveaux hiérarchiques très importants. Sur Yammer ou sur Slack, il n'est pas rare que vous puissiez parler directement quand il est branché, quand il est en chat, au directeur général ou voire même au président de la boîte. Voilà, qui se consacre 1 heure de temps en temps, il se branche et il répond à vos demandes, etc. Donc, voilà, c'est pour cette fluidité aussi dont on parlait tout à l'heure et cette plus grande animation de communauté. Ouais. Bon, voilà, ça c'est ce que j'ai pu... il y en a évidemment plein d'autres, hein, vous l'avez vu. Voilà, Ask Us, vous aurez un petit film, vous pourrez aller voir, de démonstration de ce qu'a développé Altran. Et puis pour terminer, mais ça c'est pas forcément bien-être, mais quand même, c'est pour notre réflexion. C'est un Harvard Business School qui vient deux chercheurs d'Harvard Business School qui viennent de sortir ce document, cette étude sur l'impact des espaces ouverts sur la collaboration. Parce qu'on parle beaucoup de collaboration, etc. Mais voilà, les espaces ouverts développent la collaboration. Patatras, petit problème, effet de la suppression des cloisons dans 2 sociétés américaines, interaction face à face, moins 67%, échange par mail, plus 22 à plus 56%. Donc, je pense que bon, voilà, ça vient juste de sortir. Il va falloir qu'on intègre tout ça et qu'on réfléchisse. Je ne suis pas encore allé voir quel était l'état des sociétés avant, etc. Bon, voilà. Est-ce que tout le monde est dans ce cas-là ou pas, ou est-ce qu'elles étaient dans un cas très particulier? Il faut aller creuser. Mais néanmoins, ça m'a interrogé un peu. Ce que je veux dire, c'est est-ce que l'évolution... Juste une question. Est-ce que l'évolution est liée au fait qu'on soit passé de cloison à pas cloison? Ou est-ce que naturellement, de toute façon, il y a plus de mails et moins d'interactions humaines? Alors l'étude est faite sur l'impact du décloisonnement sur ces deux, ces 2 indicateurs. Est-ce que c'est très négatif? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont aussi la culture de l'oral. Et la culture de l'oral, elle peut avoir un vrai impact en termes de productivité. Et donc, il ne faut pas ne voir que sur l'aspect humain, il y a aussi l'aspect productivité. Et Slack, tout à l'heure, qui est genre l'outil, le Graal parmi les startups, je pense que 99% des startups utilisent Slack. Et de plus en plus de groupes, je sais que, d'ailleurs, même les syndicats, je sais que la CGT est sur Slack. Donc, tout le monde peut s'y mettre. Oui, vraiment. Non, attention, tu es filmé. Et il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais plus si c'était la CGT ou la CFDT, mais l'un des deux est sur Slack. Et en l'occurrence, voilà, c'est des outils qui permettent de trouver aussi l'intermédiaire entre les deux. Chez nous, on a donné un peu une obligation, l'oral pour l'urgent, Slack pour la petite question entre deux, et l'email que quand on a besoin d'une réponse structurée. Et finalement, c'est aussi une question de bien-être et de respect de l'autre qui est important à travers ces échanges. Voilà. C'est livré à votre réflexion et pour discussion. Et pour finir, voilà, le mot de la fin. Désolé, on a beaucoup dépassé. Voilà, hein. C'était très intéressant. Je tenais à vous remercier d'être venu, à vous dire bienvenue dans notre dernier bébé, Spaces Saint-Lazare. Et il y en a d'autres à venir, d'ici quelques mois au 40 rue du Louvre, et bientôt le plus grand coworking d'Europe à La Défense. Donc Spaces La Défense avec 18 000 m². Tout ça en plus grand. Plus de restaurants, plus de salles de sport, plus de bureaux, plus de communautés. Quand on m'a proposé, parce qu'on travaille très régulièrement avec l'ARSEG, et de prêter nos lieux, nos espaces pour des clubs, celui-ci avait beaucoup de sens parce que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, ce qu'on vend à nos clients, du bien-être au travail. C'est des choses sur lesquelles on travaille au quotidien, de trouver des nouvelles choses. Ça en passe par des événements, de la conciergerie, du mobilier aussi, parce que vous le verrez quand on descendra pour le cocktail au club, une table basse, un canapé, ça peut tout changer. Et ça peut faire travailler différemment un coin bibliothèque. Mais aussi, pour revenir tout à l'heure aux règles dans l'open space, on a aussi des quiet rooms pour les personnes qui souhaitent véritablement ce silence. Donc là, pas de portable, pas de discussion.
Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille parce que nos clients, le retour client, le retour de nos utilisateurs, de nos prochains clients est là. Qu'est-ce qui est différent sur Spaces par rapport à un espace Regus plus traditionnel? Ce qui est différent aujourd'hui, c'est deux choses. C'est vraiment ce côté communautaire. Donc avec une animation de la communauté qui en passe par des cours de yoga, des événements réguliers. Là, je pense, j'étais tout à l'heure, y préparer la remise des trophées Foot and Work à Spaces Réaumur. En fait, il y a eu un concours via une appli, un concours de pronostics pendant la Coupe du Monde. Et donc là, c'est la remise des trophées avec un cocktail. Voilà, c'est qu'il se passe toujours quelque chose, mais aussi pour que les gens se connaissent, puissent travailler ensemble. On a mesuré que dans certains centres, c'était en 2017, 1 million d'euros de chiffre d'affaires ont été générés entre eux par les clients du centre, en travaillant ensemble, en développant des projets ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, surtout pour vous, pour la plupart qui êtes des grands utilisateurs, il y a un point qui revient en permanence, que ce soit dans les posts LinkedIn, que ce soit dans les conférences où je suis invité ou dans les échanges que j'ai, c'est attirer, retenir les talents. On en a parlé tout à l'heure de cette fameuse génération Y, ces millennials, qui ne souhaitent plus d'avoir des campus très très loin. Même s'il y a beaucoup de vie à l'intérieur, ça n'en reste, choquer personne, mais un campus à Villepinte ou aux Ulysses. Voilà, on a de plus en plus de grands utilisateurs qui s'installent chez nous. Je pense à des banques de France, des Kering, des BNP et tant d'autres qui justement recherchent pour pouvoir attirer et retenir ces talents, ont besoin de cet environnement, d'un décor un petit peu sympathique, de personnes un peu différentes et aussi d'une proximité avec la vie qu'on peut retrouver à Paris. Mais ça ne s'arrête pas à Paris parce que Spaces arrive très prochainement à Lille, à Lyon, à Nice, à Bordeaux. Bien évidemment, dans un premier temps, ça ne sera pas en périphérie, ça sera vraiment comme à Paris, dans le cœur de la ville. A priori, pas aux Ulysses. Non, c'est pas prévu. Là, on a pour projet de redynamiser la Défense. Donc c'est un très beau projet qu'on mène avec Paris La Défense. Et voilà, donc j'ai retrouvé énormément de choses qui sont mon quotidien. Et juste vous remercier d'être venu une fois de plus. Et j'imagine qu'on se reverra pour d'autres clubs dans nos prochaines ouvertures. Merci à vous tous et je laisse Lionel terminer. Je vous dis à tout à l'heure pour le cocktail. Merci beaucoup, Laurent. Laurent Vida, responsable, directeur grand compte de... et directeur commercial du groupe pour la France. Regus, voilà, Regus Spaces. Merci beaucoup. Donc oui, vous aurez compris que ça va se passer en bas. Et juste pour terminer, on va aussi, récemment, j'étais dans une grande entreprise qui a pourtant tous les espaces qu'il faut et qui accueillait une équipe provenant d'un autre site qui était fermé. Et la demande spécifique du manager de cette équipe, une quarantaine de personnes, c'était de pouvoir aller dans un espace de coworking et pas sur le site qui était prévu. Et donc on lui dit pourquoi, etc. Et la raison qu'il a fini par donner, c'est qu'il voulait un petit peu extraire son équipe d'une certaine culture d'entreprise et d'une certaine culture managériale, pour pas dire un peu pesante, pour lui et même pour son équipe. Il en avait discuté avec son équipe et ils en étaient arrivés à cette conclusion de dire on préférerait s'en extraire de cette manière-là, est-ce que ce serait possible? Et donc, eh bien, le directeur de l'environnement de travail cherchait un espace pour 40 personnes dans un espace de coworking pour cette équipe-là, alors même qu'il aurait les surfaces qu'il va utiliser autrement. Je rebondis juste rapidement. On a des tas d'exemples comme ça. Ouais. Si on doit faire très très vite, il y a Engie qui a installé son équipe digitale chez nous, un peu plus bas, à Régus Saint-Lazare, au 26-28 rue de Londres. Et le propos était justement ce qu'en fait le recrutement s'enlisait un petit peu parce que les personnes recrutées ne voulaient pas aller travailler à la Défense. Et il fallait un lieu qui soit en face. La rue de Londres est devenue aujourd'hui les Champs-Élysées du numérique, vu que Google s'y est installé après nous avoir quittés.
après de longues années. Et les recrutements, ils ont réussi à recruter 50 personnes, puis 100, puis 150 en l'espace de 6 mois, parce que l'adresse, parce que le lieu. Voilà. Oui. Et donc c'est vrai que c'est un vrai point. Il y a la localisation. Et puis, il ne faut pas sous-estimer cette attractivité pour s'extraire aussi de la culture parfois pesante de l'entreprise. Merci beaucoup. On me fait des immenses gestes là-bas derrière parce que je pense que tout est en train de refroidir. Non, je plaisante. On se retrouve donc au rez-de-chaussée. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents. Notre club bien-être, on aurait pu rester encore des heures ensemble, mais on va continuer avec des choses très roboratives. Voilà, on se retrouve au rez-de-chaussée. À tout de suite.